On a des charges de mécanisation qui, à mes yeux, en France, sont trop élevées. On considère d'ailleurs que sur une ferme céréalière, 40% des coûts de production sont liés à la mécanisation. On peut râler parce que le blé se vend pas assez cher ou autre, mais on a quand même un levier sur lequel il faut travailler. Il y a un agriculteur là dans l'Oise qui avait fait cette étude-là, c'est que depuis qu'il est passé en agriculture de conservation des sols, en moyenne, il gagne 345 € de l'hectare. Les sols sont morts, est-ce qu'ils sont vraiment morts ? Ils sont pas morts, faut pas faire de catastrophisme et être négatif. Ils sont dans un pas très très bon état, on va dire, mais il faut simplement restaurer la fertilité et on peut le faire. C'est la première fois en fait dans toute l'histoire de l'agriculture où on arrive justement à réinverser la tendance, à aggrader, à améliorer la matière organique des sols. Bonjour, je suis Sarah Singla, agricultrice et formatrice en agronomie et je suis dans Confession Cornichon. Bonjour Sarah. Bonjour Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'être là pour ce Confession Cornichon qu'on va te consacrer. Donc Confession Cornichon, c'est une émission qui donne la parole à ceux qui impactent l'agriculture ou l'agroalimentaire, qui vont toucher les agriculteurs d'une certaine façon. Pourquoi Confession Cornichon ? On a des cornichons parce que ça symbolise pour nous le truc qui marche pas bien, c'est-à-dire que 98% des cornichons chez nous sont importés alors qu'on pourrait en produire. Donc c'est un peu un petit symbole par rapport à la production agricole française. Et puis ça permet ça va illustrer le fait qu'on pose des questions un peu piquantes et croquantes, voilà, donc avec nos cornichons. On te reçoit aussi dans le cadre du salon de l'agriculture, dans lequel il y a le SIA Pro, qui est un salon dans le salon, un salon pro. Donc tu vas intervenir normalement en fait dans ce SIA Pro, dans une conférence qui s'appelle Sol vivant et agriculture durable. Donc voilà, l'idée c'est que ça inspire éventuellement des gens qui vont nous écouter pour qu'ils viennent te voir ou discuter lors du salon de l'agriculture. Qu'ils aient envie de manger des cornichons. Et qu'ils aient envie de manger des cornichons, évidemment. Voilà, des beaux cornichons français. Donc du coup, Sarah, toi, tu es agricultrice dans l'Aveyron. C'est ça. Depuis un certain temps. Spécialiste d'agriculture de conservation. Là aussi, tu nous diras depuis un certain temps, parce que la famille a commencé depuis un bon moment. T'interviens dans plein de conférences ou de formations à droite à gauche en France et peut-être à l'étranger aussi, tu leur diras. Je crois que tu as même un petit passif de réalisatrice de films avec Bienvenue les Vers de Terre. Oui. Donc tu fais aussi les cinémas. Voilà. Et donc tu bosses sur la ferme familiale qui existe depuis les années 80, c'est ça, depuis les années 80, vous avez commencé l'agriculture de conservation. C'est ça. Donc voilà, donc on va pouvoir y aller. Si tout est bon, t'es okay. Bien accroché, tout va bien se passer. Okay. L'agriculture de conservation, c'est souvent perçu comme une troisième voie en agriculture. Toi, c'est quoi ta définition et c'est quoi ton regard sur ce qu'est l'agriculture de conservation ? Je dirais que c'est des pratiques qui sont totalement logiques en fait, parce qu'on va conserver les sols pour la simple et bonne raison que non seulement il faut qu'on produise en tant qu'agriculteur, mais il faut aussi qu'on respecte et qu'on restaure la fertilité des sols pour ceux qui vont nous succéder. En fait, c'est juste si on regarde le passé. Quand tu regardes le passé, l'Iran, l'Irak, l'Égypte et la Syrie, aujourd'hui, ce sont des déserts et se font la guerre. Il y a 2000 ans, ça s'appelait le croissant fertile et c'était la Mésopotamie. Donc il faut aussi qu'on ait un regard vraiment sur le long terme et ne pas agir en égoïste sur du court terme. En fait, ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'il faut laisser un peu plus de terre sur terre. En gros, quand tu finis ta carrière d'agriculteur, il faut que tes taux de matière organique soient supérieurs à ceux que tu avais quand tu t'es installé. Si c'est le cas inverse, ça signifie qu'en fait, tu as contribué un peu à appauvrir la fertilité des sols. Et c'est pas super pour ceux qui vont te succéder. Du coup, en 1 minute, ça y est, tu as déjà dit... tu as déjà passé 4 grands messages, c'est parfait. Du coup, quand tu dis ça, en fait, d'un côté, les gens vont se dire, non mais attends, tu nous dis l'Irak, la Mésopotamie, oh là là, c'est vieux, quoi. Est-ce que les gens, est-ce que les agriculteurs, les gens en place, ils peuvent se projeter entre ce décalage en disant, aujourd'hui, à l'échelle de ma carrière... Qu'est-ce que Sarah me dit, en fait, tout va bien, quoi. Oui, mais tu vois, quand on parle de la principale cause de disparition d'un sol, c'est ce qu'on appelle l'érosion. Donc il y a 2 types d'érosion. Il y a d'abord l'érosion éolienne, c'est quand tout le sol s'en va sous l'action du vent. Après, tu as l'érosion hydrique, c'est quand le sol s'en va sous l'action de l'eau. Quand on parle d'érosion éolienne, quand on voit 1 millimètre de poussière, sur 1 hectare, c'est 10 mètres cubes de sol qui partent en fumée. Et ça, sur le long terme, c'est impressionnant parce que c'est des volumes de terre qui s'en vont, qui sont très, très conséquents et qui, en fait, sont responsables. Ce sol qui part, c'est le meilleur qui s'en va.
Il y en a l'an dernier dans le Maine-et-Loire qui se sont amusés à ramasser la poussière qui était sur la herse rotative, à en faire une analyse de sol. On était sur un sol qui contenait 8,5% de matière organique. Donc c'est vraiment le meilleur qui part. Et moi, si je dois te parler de ma ferme, c'est une ferme, ils ont construit le lac de Parelou en 1950. C'est-à-dire que quand ils ont fait le lac, ils ont noyé la moitié des terres, et qui étaient les meilleures terres. Les meilleures terres de ma ferme, aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a que du caillou. Pourquoi ? Parce que la matière organique est partie sous l'action de l'eau, donc érosion hydrique. Moi, concrètement, si on n'était pas en agriculture de conservation des sols, si on n'avait pas de matière organique, mais je ne serais pas agricultrice aujourd'hui, je ne pourrais pas produire. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Mais en fait, toi, tu le vois parce que tu es dans des secteurs qui avaient peut-être pas trop de... Enfin, on n'avait pas trop de marge de sécurité, quoi, par rapport à, je sais pas, un agriculteur qui est dans le milieu du Nord avec 15 mètres de limon. Il se rend pas bien compte, parce que de toute façon, il a un stock, on va dire, de terre d'avance. Donc, il perçoit peut-être pas les choses pareilles que toi, tu l'as perçu, ou ton grand-père a perçu les... disons qu'à l'époque, dans les terrains les plus difficiles, tout le monde est passé à ce qu'on appelle au départ du semi-direct. C'était pour diminuer les coûts de production, pour essayer de produire mieux avec moins. Et ce qui fait, à mes yeux, beaucoup changer aujourd'hui, qui interroge, c'est l'évolution du climat. Parce qu'avant, on avait 4 saisons, automne, hiver, printemps, été. Maintenant, on a la saison sèche suivie de la saison des pluies. Et ce qu'on voit partout en France et même à l'étranger, c'est que les parcelles qui sont en agriculture de conservation des sols, elles s'en sortent mieux quand il y a trop d'eau et elles s'en sortent mieux quand c'est trop sec. Et là, on ne peut pas accuser personne. On ne peut pas dire c'est la faute du président, c'est la faute de la PAC, c'est la faute de la DDT. C'est le climat, en fait, qui nous renvoie à nos propres limites et qui nous montre le chemin à suivre, tout simplement. Le système qui arrive un peu à bout. Toi, aujourd'hui, quand tu là, tu as présenté un peu le truc, toi, tu considères que l'agriculture, dans le sens qu'elle avance aujourd'hui, elle a dégradé les sols parce que des fois, il y a des propos qui sont dit les sols sont morts, qui sont un peu durs et caricaturaux. Le monde agricole, où les agriculteurs disent non, faudrait pas pousser. Toi, par rapport à ça, si on se dit les sols sont morts, est-ce qu'ils sont vraiment morts ou est-ce qu'ils sont dans une mauvaise pente et on peut les rectifier? Ils sont pas morts, faut pas faire de catastrophisme et être négatif. Ils sont dans un pas très très bon état, on va dire. Mais il faut simplement restaurer la fertilité et on peut le faire. Au niveau des micro-organismes du sol, il y en a un qu'on appelle le tardigrade, qui est vraiment un tout petit micro-organisme et qui, lui, est capable de se mettre en boule et d'attendre 500 ans, le temps que la microporosité revienne. Ce qui signifie que c'est positif, on va pouvoir restaurer la fertilité des sols. Bon. On a encore la chance de le faire et c'est la première fois, en fait, dans toute l'histoire de l'agriculture, où on arrive justement à réinverser la tendance, à aggrader, à améliorer la matière organique des sols. Bon, parce qu'on a des petits alliés là, qui sont là depuis très longtemps. C'est ça. Sol, quand même. On ne les voit pas à l'œil nu. À l'œil nu, pardon, si. Non, on ne les voit pas à l'œil nu. Le symbole, c'est souvent le ver de terre, parce que lui, c'est un macro-organisme qu'on va voir à l'œil nu, mais les micro-organismes, tu ne les vois pas. Par contre, quand tu sens la terre, l'odeur que tu sens, là, quand ça sent bon, c'est sécrété par les micro-organismes. Donc, à partir du moment où ta terre sent bon, ça signifie que tu as des micro-organismes à l'intérieur. Pour aller dans le sens de l'agriculture conservation, c'est souvent avec le semi-direct. Dans le rapport du Chiffre Project qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a une préconisation de passer à 80% les terres, de conduire à 80% les terres en SD. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi le pourcentage ? C'est 4-5%, moins de 10%, on va dire, des terres agricoles en France qui sont conduites comme ça. Toi qui es dedans et qui fais des formations et qui te balades un peu partout, est-ce que tu penses que c'est possible ou c'est illusoire d'imaginer une mutation de l'agriculture chez nous pour arriver à 80% de semi-direct ? C'est possible, mais ça ne se fera peut-être pas en 2024-2025. Parce qu'on ne part pas tous avec les mêmes types de sols au départ. En fait, c'est comme quand on hérite d'une maison. Soit tu as juste une tuile sur le toit à changer, soit tu as toute la maison à refaire. Donc là, ça dépendra aussi donc, du taux d'argile que tu as dans tes sols qui va donner une indication sur le taux de matière organique qu'il te faut. Il te faudra peut-être fissurer, chauler, drainer. En fait, l'idée de base, ça va être de faire un diagnostic de la parcelle, de voir quels sont les facteurs limitants et se lancer progressivement. Et il faut comprendre aussi que le semi-direct, ce n'est pas un objectif en soi, c'est juste le moyen d'installer une culture. Et le résumé du travail du sol, c'est on travaille le moins possible, mais autant que nécessaire. C'est-à-dire on ne va pas non plus rentrer dans du dogmatisme et de l'idéologie. Il y a certains cas, on va être obligé encore de fissurer. Pourquoi ? Parce qu'on a des outils qui sont trop lourds. Normalement, on dit qu'il ne faut pas dépasser 4,5 tonnes à l'essieu si on ne veut pas compacter les sols. Et dans certains cas, on voit que 4,5 tonnes à l'essieu, on les a largement dépassés. Ouais, suivant les cultures aussi que tu fais, les machines qu'il y a. Donc sur le long terme, on peut y aller, mais la porte d'entrée, ce sera le couvert végétal.
Et le couvert végétal, la bonne nouvelle, c'est qu'il est valable pour tout le monde. Que tu sois gros, petit, moyen, bio, pas bio, avec ou sans travail du sol, arboriculteur, viticulteur, éleveur, céréalier, c'est la porte d'entrée. Et c'est parce que le sol aura été travaillé par des racines, qu'ensuite on aura fait attention à la compaction, qu'on pourra progressivement diminuer le travail du sol. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le semi-direct, ça ne marche pas. Ouais. On a beaucoup d'échecs en semi-direct. Pourquoi ? Parce qu'on était parti avec un semoir, on part bille en tête. On a oublié l'importance du couvert végétal. Moyennant quoi, on a vu des tournesols, des maïs qui étaient en train de sécher en plein soleil dans la ligne de semis et de se faire manger par les limaces. Ouais. Oui, ça, il y a d'ailleurs, quand il y a des gens qui se lancent, ils vont des fois reciter les échecs à droite à gauche, qui fait que ça casse en fait l'envie de se lancer. Mais est-ce que le principal problème au développement globalement de ces techniques-là, c'est pas finalement non pas les aspects argile, matière organique, mais le bonhomme en fait, c'est-à-dire de changer, de changer de modèle et de logiciel ou la crainte de passer à un autre système? Il y a plusieurs freins. Donc, ok, tu peux avoir très envie de changer, mais si ton sol n'est pas prêt, ta transition ne va pas se faire en un an. Et à l'opposé, tu peux avoir des agriculteurs, moi j'en vois certains qui ont des sols qui sont en très très bon état, et là le frein il est psychologique. Ouais. Mais il peut y avoir différents freins en fait. Mais c'est pas uniquement le bonhomme, ça peut venir du sol ou inversement. Et aujourd'hui, il y a plus de sols qui sont pas prêts que de bonhommes prêts à y aller, ou plus de sols prêts et les bonhommes qui sont pas prêts à y aller? Il y a les deux en fait. Mais il y a des sols quand même qui sont pas mal dégradés, qui n'ont pas assez de matière organique. Donc là, en fait, il va falloir ramener de la matière organique, souvent des couverts végétaux que tu vas détruire à des stades jeunes. Et un des accélérateurs pour moi, c'est l'animal. Parce que l'animal va ramener tout le matériel de décomposition du végétal. Parce que quand tu as une bouse de vache, tu réensemences ton sol en micro-organismes d'origine animale. Chez les éleveurs, ça va toujours beaucoup plus vite que chez un pur céréalier. Ouais. Alors le problème, c'est que l'élevage, de notre côté, il a plutôt tendance à diminuer. Il n'y a pas toujours bonne presse. Même dans le rapport du Shift Project, on dit qu'il faut baisser un peu les élevages pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce si on fait un peu de macro, est-ce que quand même, tu penses que ça peut s'équilibrer? Enfin, est-ce que l'élevage français peut nourrir tous les sols français? Ou est-ce que l'équilibre il est le bon? Ou est-ce qu'il va falloir importer des matières organiques extérieures? Il faut ramener des animaux sur toutes les fermes en fait. Il n'y a pas assez d'animaux en France. Et on parle du méthane, mais il faut être encore une fois positif. Il n'y a pas que les bactéries méthanogènes, il y a aussi les bactéries méthanotrophes. C'est-à-dire que ce sont des bactéries qui vont se nourrir de méthane. Donc on peut équilibrer le système aussi. Et quand on regarde, et si on prend une vision macro, en France peut-être qu'on mange un peu moins de viande, mais à l'échelle mondiale, il y a de plus en plus de viande qui soit consommée. Donc en fait, on a des besoins en viande qui sont très importants. Et si on parle de restauration de fertilité des sols, je ne sais pas si tu connais Alan Savory, qui a participé à la régénération carrément de déserts à l'échelle planétaire. Il ne l'a pas fait avec du végétal, il l'a fait avec des animaux. Ouais. Donc si on veut vraiment accélérer, il faut remettre des animaux. Pour remettre des engrais organiques et des engrais de ferme. À l'époque, d'ailleurs, dans les années 1850, on évaluait un agriculteur à la façon dont il gérait le tas de fumier. Et on avait déjà compris l'importance de l'animal pour la fertilité des sols. Ok. Bon, amis éleveurs, continuez. Pour les autres, peut-être faut se lancer. Souvent, en fait, alors c'est un peu les clichés, mais souvent on associe aussi ces techniques-là avec le glyphosate qui est mis sous les projecteurs à chaque fois à tort et à travers. C'est quoi ton regard par rapport à ce produit qui fait réagir tant de monde? Le regard, c'est d'abord une méconnaissance du public. Parce que le glyphosate, ils ne savent pas trop à quoi ça sert ni comment c'est utilisé. Donc si on doit expliquer déjà comment c'est utilisé, c'est un produit qui va servir à dessécher la plante, à la dévitaliser, et qui va dévitaliser en fait les plantes qui entreraient en concurrence avec la culture que l'on veut faire pousser. Parce que si je ne viens pas enlever la concurrence, il va y avoir de la compétition à la fois sur l'acquisition de l'eau, des éléments minéraux, mais aussi de la lumière. Et l'agriculture, c'est une histoire de désherbage. Donc là, on parle d'un désherbant qui est le glyphosate, mais reprenons toute l'histoire de l'agriculture qui est née il y a 12 000 ans. Jusqu'à il y a 12 000 ans, on était chasseurs-cueilleurs, on allait chasser le mammouth et tout. Puis un jour, l'homme en a eu marre de chasser le mammouth, il a dit à sa femme « je reste avec toi dans la caverne ». Et c'est là que les problèmes sont arrivés. Il était déjà... C'est ça. Et là, il a fallu, donc comme on a voulu se sédentariser, il a fallu faire pousser du blé devant la caverne. Mais à l'époque, il n'y avait pas de glyphosate, il n'y avait pas de charrue. On était Cro-Magnon, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 2 silex, on les a frottés, on a fait du feu. Donc le premier désherbant qu'on a utilisé, c'était le feu. Le deuxième désherbant qu'on a utilisé, c'est le versoir de la charrue, qui a été inventé au Moyen-Âge, parce qu'avant, ils avaient juste une arère, un coutre qui permettait d'ouvrir le sol. Le troisième désherbant qu'on a utilisé, c'était la main-d'œuvre pas chère, les femmes et les enfants d'abord. Et quatrième désherbant, la chimie. En fait, la vraie question à se poser aujourd'hui, si on doit prendre de la hauteur, c'est parmi les 4 désherbants que l'on vient de citer, le feu, le travail du sol, la main-d'œuvre et la chimie,
quel est celui finalement qui a le moins d'impact au regard de ce que nous demande la société. La société aujourd'hui, elle nous demande quoi ? Elle nous demande de produire de la nourriture pas chère, de maintenir la biodiversité, d'avoir des agriculteurs qui s'en sortent dans leur métier aussi, d'avoir de l'eau propre, stocker du carbone, etc., etc. Et on voit que c'est celui qui a le moins d'impact. Si on fait l'analyse bénéfice-risque, sachant aussi, tu le sais, que le glyphosate en France n'est jamais appliqué sur des cultures qu'on fait pousser, puisqu'il vient carrément tout dessécher. Ouais, ce qui n'est pas effectivement le cas de toutes les agricultures dans le monde, quoi. Ouais. Bon, mais après, c'est souvent un peu un prétexte plutôt vis-à-vis du grand public. Dans la profession, le glyphosate, il est un peu moins montré du doigt, on va dire, quoi. Mais il y a souvent ce côté opposition, malgré tout, de se dire, toi, tu ne travailles pas, mais tu utilises le glyphosate, alors moi, je laboure et c'est mieux. Bon, peut-être qu'il faut dépasser quand même un peu ces Mais en fait, il faut regarder quoi. Quel est l'impact de l'énergie aussi. Quelle quantité d'énergie on utilise quand on laboure par rapport à quand on va mettre du glypho. Si on fait l'analyse globale. Et après, si on regarde les charges de mécanisation, là, il y a pas mal d'études qui ont été faites. Si on compte la quantité de gasoil qu'il faut pour installer une culture, du moment où tu travailles ton sol jusqu'à la récolte, quand tu as un labour, tu es à peu près à 100 litres de gasoil à l'hectare. Semi-direct, tu es à 35 litres de gasoil à l'hectare. Si tu es sur une ferme de 200 hectares, ça veut dire que tu vas consommer à peu près 100 000... tu es à... Attends, combien je t'ai dit 200 hectares et à 100 litres hectares. Tu es à 100 litres hectares. Mais après, l'étude, en fait, elle te convertit aussi les litres de gasoil consommés en charge de mécanisation. Ouais. Donc, on considère qu'un litre de gasoil engendre plus ou moins 5 € de charge de mécanisation si tu comptes l'amortissement du matériel, le tracteur, etc., etc. Donc, sur une ferme de 200 hectares, tu serais à 100 000 € de charge de mécanisation contre 35 000 en semi-direct. Il y a 65 000 € d'écart entre les deux en charge de méca. Maintenant, si ces charges de mécanisation, tu les convertis en tonnes de blé. On va dire un blé à 180 €, 65 000 €, ça fait 360 tonnes de blé. 360 tonnes de blé sur une ferme bien, de... alors, le petit calcul là. Sur une ferme de 200 hectares, 360 divisé par 200, ça fait 1 tonne 8. Ce qui signifie en fait que quand on est en labour, il faut qu'on produise à peu près 2 tonnes de blé en plus à l'hectare pour compenser les charges de mécanisation. Ou ça veut dire, pour ceux qui auraient peur de se lancer, la première année, on peut se permettre de perdre un tout petit peu. Pourquoi ? Parce qu'on a des charges de mécanisation moindres. Et de manière générale, on ne perd pas forcément. Il faut aussi casser ce mythe où on va forcément perdre. Parce qu'après, il y a tous les à côté. Du fait qu'on gagne de la portance, ça veut dire qu'on va pouvoir passer dans les parcelles quand on veut. Même si tu as pris 100 mm, tu as des sols portants, tu peux mettre de l'engrais, tu peux passer ou autre. Quand le sol a perdu sa portance, on s'embourbe, on ne peut pas passer au moment où on veut. Mais ça, je pense que alors je dis ça, non, parce qu'en fait, chaque personne n'a pas la même maturité, mais on sait qu'effectivement, de toute façon, dans ces techniques-là, on a baissé, comme tu dis, en fait, la barre, quoi. Le coût de production pour commencer à vivre, il est quand même plus bas. C'est plus facile de gagner sa vie normalement. Alors après, c'est vrai que, en tout cas par rapport aux dépenses, après c'est vrai que du coup, si les rendements se tassent un peu, bon voilà, ça va se recompenser, mais tu le dis aussi, des fois les rendements, on arrive à les maintenir, voire les déplafonner. L'objectif, il est là. Il est de maintenir, voire de déplafonner. Et de les maintenir dans un contexte où on a beaucoup d'accidents climatiques. T'en as pas mal aujourd'hui qui t'expliquent que depuis qu'ils sont en agriculture de conservation des sols, ils arrivent à cultiver des parcelles qu'ils ne pouvaient plus du tout cultiver jusqu'à présent. Ouais. Et c'est ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir produire plus, mieux, et surtout partout. Partout, tu entends quoi dans ça, sur des sols qui étaient des sols difficiles, sur lesquels tu pouvais plus produire. Ouais. Donc ça va redonner des surfaces potentiellement. Ouais. Quoi. On va reverdir les déserts. Ouais, ça c'est ce qu'il faudrait faire pour aussi contrecarrer un peu l'effet climat. C'est normalement, il faut remettre du végétal pour là aussi pour faire reculer le désert. C'est ça, quoi. Parce que le végétal est à la base du cycle de l'eau. Pourquoi il ne pleut pas dans les déserts ? C'est parce qu'en fait les sols sont nus. À partir du moment où on aura un sol végétalisé, il va y avoir de l'évapotranspiration qui va permettre de créer des nuages. Et c'est quand il y a un nombre critique de gouttes dans le nuage qu'il va pleuvoir à nouveau. Ça apparaît pas, à première vue comme ça, aussi facile à comprendre, mais le cycle de l'eau, c'est quand on l'a tous un peu appris, normalement, ça semble assez logique. Il ne faut pas oublier que 2/3 de l'eau qui tombe sur les continents provient des continents. Il n'y en a qu'un tiers en fait, qui vient des mers et des océans. Je crois que, je n'ai pas retrouvé exactement l'information, mais en tout cas... En Nouvelle-Zélande, ça s'est aussi pas mal développé, l'agriculture de conservation. Il me semble que ce que j'avais entendu ou retenu, c'était qu'ils avaient fait un choix sur les politiques agricoles à baisser drastiquement les aides qui a finalement amené les gens à travailler différemment parce qu'ils avaient juste plus l'argent. Est-ce que nous, en France ou en Europe, pour
emmener les gens dans ce cap-là, est-ce qu'il faut faire pareil, c'est-à-dire être un peu bourrin, couper des aides, couper les facilités on n'aura pas le choix, on est obligé de chercher des solutions moins coûteuses, quoi. Mais là encore, ça dépendra des agriculteurs, parce qu'il y en a, il leur faut le bâton, et d'autres, ce sera la carotte. Et ce qu'on voit, il y a un agriculteur là dans l'Oise qui avait fait cette étude-là, c'est que depuis qu'il est passé en agriculture de conservation des sols, en moyenne, il gagne 345 € de l'hectare, du fait qu'il ait baissé ses charges de mécanisation et qu'il ait augmenté aussi ses rendements. Il faut se dire aussi que tous ceux qui y sont passés l'ont fait justement sans aide et ils sont restés. Ouais. Donc si tu arrives à pouvoir diminuer ta dépendance aux aides PAC, c'est encore mieux. Ouais. Et après, c'est de réfléchir, parce que la jeune génération qui monte, je pense pas qu'elle ait envie de passer non plus 7 jours sur 7 sur le tracteur. C'est envie d'avoir confortable quand même, Ouais, un c'est tracteur. confortable, mais quand t'es jeune, quand t'as 20 ans, t'aimes bien faire des heures et des heures de tracteur, mais après, tu te calmes un peu. Après, tu vas faire des conférences. Justement, dans cette émission, on donne la parole à des agriculteurs qui peuvent poser des questions. Profite pour te présenter quelqu'un que tu connais. Bonjour Sarah, j'ai l'opportunité aujourd'hui de poser quelques questions. En fait, on se connaît depuis assez longtemps. Je remercie pour tous les messages que tu portes pour la profession. Écoute, moi en 2004, je suis parti en agriculture de conservation avec des couverts, avec tout ça. Et puis peu à peu, on a découvert les produits, les solutions naturelles avec les macérations, les acides aminés, enfin voilà. Puis un petit peu plus tard, les oligos. Et puis en 2018, j'ai franchi le pas. Vu que les solutions naturelles étaient de plus en plus nombreuses, j'ai choisi de convertir carrément la ferme en bio depuis 2018, avec des couverts, parfois permanents. Je voulais savoir ce que tu pensais de l'utilisation des oligos, des acides aminés, enfin un petit peu de toutes ces ressources-là qui s'utilisent par anticipation. Et enfin, je te pose la question, mais c'est surtout au thème qui nous a toujours animés communément, c'est la vie du sol. En termes de stockage de carbone et tout ça, on est un petit peu surpris du bon côté, du côté résultat. Je voulais savoir si toi, de ton côté, tu avais fait des remarques ou des constats similaires de ton côté. Le non-travail du sol ou le faible travail du sol, un sujet qui nous anime communément, est une oxydation du sol. L'oxydation des cultures semble aussi également impacter le stockage du carbone et le fonctionnement de la fertilité. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Voilà, écoute, au plaisir de t'écouter. Alors Stéphane, il pose des questions pointues. Pas de problème. Donc la première question sur tout ce qui est nutrition. En fait, pourquoi on a souvent parlé de NPK ? On parle que de NPK en agriculture. Ça c'est le sol clair à l'école. Ouais, mais pourquoi on a oublié les oligos ? Ouais, c'est vrai. C'est parce qu'en fait, les éléments minéraux, ils ont été classés en fonction de leur importance pondérale, c'est-à-dire en fonction du poids qu'ils représentent dans la plante. Quand tu regardes azote, phosphore, potassium, NPK, ça représente 81% du poids des éléments minéraux. Ensuite, en éléments secondaires, tu auras calcium, magnésium, soufre. Après, tu as les oligos. Oligo en grec, ça veut dire petit, donc là, tu vas retrouver le fer, le manganèse, le molybdène, le bore. Puis après, il y a aussi les éléments dont on ne parle pas, les éléments de trace et ultra-trace, comme le fluor, l'iode et tout ça. Ils ont été classés comme ça. On a basé notre fertilisation là-dessus. Mais si on fait de la physiologie végétale et si on regarde comment un végétal fonctionne, on peut carrément inverser la pyramide. En bas de la pyramide, tu as fer, manganèse, bore, molybdène. Après, tu vas avoir du zinc, du sodium, du cuivre, calcium, magnésium, soufre. Et le tout petit bout qui est en haut de la pyramide, c'est de l'azote. Donc, c'est pas qu'il faut pas mettre d'azote, mais c'est qu'il faut travailler différemment. Se poser les questions sur ces oligos en premier et pas... accessoirement, je rajouterai éventuellement un petit peu d'oligo pour que mes cultures soient plus vertes si je fais une caricature. Exactement. Et en fait, on va passer de la fertilisation raisonnée, où on équilibrait les apports et les besoins en NPK, à la nutrition minérale des plantes, parce qu'il y a pas mal d'études aussi qui montrent qu'une plante bien nourrie se défendra mieux. Donc ça veut dire aussi moins d'attaques d'insectes, moins d'attaques de ravageurs, des maladies ou autres, ce qui signifie que progressivement, on va pouvoir baisser également la quantité de produits phyto. Quand tu es en bonne santé, tu n'as pas besoin de prendre de médicaments, là ça va être pareil. Et c'est vraiment en fait un autre regard sur la nutrition qu'on va avoir. Il évoquait aussi dans sa question la question de est-ce que l'utilisation des macérations en tout cas
Ça arrive pas mal. Il y a des Oui. agriculteurs qui utilisent ça. C'est quoi ton regard sur ces techniques un peu différentes où parfois vont se dire c'est miracle, je mise tout là-dessus sans forcément peut-être avoir un regard précis en disant je crois en ça mais j'en ai pas fait des analyses précises, ou est-ce qu'au contraire de toute façon c'est toujours bien, enfin, c'est quoi ton regard et tes expériences là-dessus? Je dirais qu'aujourd'hui, on n'en a encore qu'au balbutiement sur les macérations, parce que quelquefois, tu vois, on va rajouter de la mélasse ou du sucre pour multiplier les bactéries, mais quand on multiplie les bactéries, on multiplie toutes les bactéries, y compris des Escherichia coli. Donc c'est pas parce que je l'ai fait au fond du jardin, au fond du garage avec des copains à tourner 3 fois dans un sens et 4 fois dans l'autre que c'est forcément meilleur. Pour moi, c'est des choses vers lesquelles sûrement on va aller demain, mais la priorité, à mes yeux, c'est d'abord de revoir la structure du sol, enlever la fissuration, la base, remettre du carbonate de calcium si besoin, drainer si besoin, couvrir les sols, reprendre vraiment tous les fondamentaux avant d'aller s'amuser avec ça. Parce que malheureusement, si on croit que c'est des recettes miracles, qu'on a un sol qui est encore trop compacté, tu as un pH de 4,5 parce qu'il n'y a pas de carbonate et tout, tu peux avoir la super macération, ça ne fera pas de résultat. Ouais, c'est clair. Ça, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un copain, un collègue ce week-end, qui était très branché dans ce sens-là, qui était très parti homéopathie, biodynamie et tout ça. Je me dis, est-ce que les basiques sont déjà bien maîtrisés avant de se dire, on peut continuer à faire l'étape d'après. Oui, ça c'est la cerise sur le gâteau, mais il faut d'abord maîtriser les bases. En l'occurrence, chez Stéphane, il a déjà fait un parcours bien avancé chez lui, de toute façon. Est-ce que du coup, dans cet univers-là, en ce moment, on nous parle en tant qu'agriculteur de pas mal de biostimulants, biosolutions, bio quelque chose, bio ceci, bio cela. Donc il y a ceux qui font des macérations dans le jardin et il y a des boîtes phyto qui font des bio ceci, bio cela. Là aussi, c'est quoi ton regard? Donc tu nous as dit sur les macérations, mais sur tous les bio-trucs qui peuvent être, qui vont sortir des différentes boîtes phyto. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'ils sont au point? Est-ce qu'ils sont pas au point? Est-ce que ils ont une analyse précise des choses? Mais là encore une fois, on en est au balbutiement. Il y a Arvalis qui a fait des études, je crois, il y a 2 ou 3 ans, et qui expliquait qu'il y avait 2 produits qui visiblement s'en sortaient aussi bien que certains fongicides ou autres. Mais pour être sûr que ça fonctionne, il faut que tu aies de la répétabilité dans le temps et dans l'espace. C'est pas parce que le produit a fonctionné en 2023 ou en 2024 où il a fait très sec, ça se trouve c'est pas le produit qui a fonctionné, c'est tout simplement parce qu'en fait on a une année sèche, il n'y avait pas de maladie. Et c'est pas parce qu'il a fonctionné dans un département qu'il fonctionnera partout. Et le fait que tu aies des boîtes et derrière qui sortent des produits avec des AMM, quelque part c'est une sécurité pour l'agriculteur, parce que s'il y a une AMM, ça veut dire que le produit fonctionne dans tous les cas. Alors, est-ce qu'il fonctionne dans tous les cas? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une AMM en disant au moins ça n'a pas d'effet néfaste? Oui, voilà, où ça n'a pas d'effet néfaste. Mais ça ne veut pas dire que l'argent que tu vas mettre dedans va être rentabilisé avec un produit qui marche. Pas forcément. Mais demain, on va aller vers ces produits-là. Et on va mieux soigner les plantes. Et du coup, c'est une autre philosophie. On va mieux nourrir les plantes. Quand tu dis nourrir ou soigner les plantes, c'est une autre approche que ce qu'on avait aujourd'hui, quoi. Et qui viendra, encore une fois, des micro-organismes du sol. Parce qu'on parlait d'acide aminé. En fait, un acide aminé, c'est quoi? C'est une molécule qui va servir à composer ensuite les protéines. En fait, si on parle nutrition des plantes, donc au départ, la plante, elle va prendre du nitrate. Le nitrate, elle va le convertir en ammonium, NH4+, qui lui-même va être converti en acide aminé, qui lui-même va être converti en protéines. Et les acides aminés, ce sont normalement des déconstructions de la matière organique du sol, qui sont libérés par les micro-organismes du sol. Donc, si j'ai les micro-organismes, j'ai les acides aminés. Et la plante préfère toujours un acide aminé à du nitrate ou de l'ammonium, parce que dans l'acide aminé, il y a du carbone, et ça va aller encore plus vite pour faire de la protéine. Elle va faire des économies d'énergie. Et toutes les économies d'énergie qu'elle fait quand elle prend des acides aminés, c'est des lipides qu'elle va mettre dans la cuticule. Et plus elle a une cuticule épaisse, moins les champignons vont pouvoir rentrer. Ok. Du coup, aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on a des agriculteurs justement qui nous rajoutent là aussi des acides aminés, tout ça. Toi, ton regard, si je reformule, c'est oui, c'est bien, mais faisons en sorte que déjà naturellement on les obtienne, parce que c'est peut-être pas forcément pertinent d'aller sans arrêt en injecter alors que ton sol fonctionnerait pas bien ou ta vie du sol fonctionnerait pas bien, quoi. C'est exactement ça. Il faut de la matière organique et il faut nourrir les micro-organismes. Et pour nourrir les micro-organismes, il faut des plantes vivantes. Quand tu as une plante vivante, soit une culture principale, soit un couvert végétal, tu vas faire de la photosynthèse, qui, donc on va le rappeler, c'est la conversion du CO2 de l'atmosphère et l'eau en sucre.
tous les sucres sortent au niveau des racines, c'est ce qu'on appelle des exudats racinaires, ils vont servir à nourrir les micro-organismes qui vont aller chercher les acides aminés. Et la plante, en fait, on dit souvent qu'elle pilote son propre cortège microbien. Elle sait de quel acide aminé elle a besoin. Si elle a besoin de tryptophane, d'isoleucine, de valine, elle va stimuler telle ou telle bactérie pour qu'elle aille lui chercher cet acide aminé. En fait, il faut être très humble vis-à-vis de tous ces micro-organismes parce qu'en fait, on ne connaît rien du tout aujourd'hui. En fait, on ne connaît pas grand-chose. J'allais te poser la question finalement, est-ce qu'on a le niveau technique aujourd'hui pour accompagner les agris sur ces sujets-là ou même sur la vie du sol? Enfin, Marc-André Sellos, qu'on connaît, dit qu'en fait, on ne connaît rien. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on cherche, mais on ne connaît pas grand-chose encore des fonctionnements du sol. C'était une microbiologiste américaine qui expliquait qu'à l'époque, on prétendait connaître 1% de la vie du sol. Maintenant, on s'aperçoit qu'on ne connaît même pas 0,1%. On régresse. C'est ça. Et c'est dans tout ce qui est microbiote, parce que le microbiote, donc, c'est l'ensemble des micro-organismes. Si tu fais ton analyse le soir à 20h, la nuit à 3h du matin ou le matin à 7h, tu n'auras pas les mêmes micro-organismes dans le sol. Si tu as fait un échantillon ici ou à 300 mètres, tu auras encore d'autres micro-organismes dans le sol. C'est très, très variable. En fait, il faut être humble, faire confiance à la nature et se dire que les plantes, elles vont aller stimuler toute cette vie du sol. Après, quand on a tous ces discours-là, on peut tu as des agriculteurs qui peuvent se dire non mais c'est compliqué en fait à comprendre, et ils peuvent se dire non mais tout ça finalement c'est un peu du blabla, je continue comme avant, je remets de l'engrais, je remets des phytos, parce que de toute façon ça on n'y comprend rien, on ne sait pas comment ça marche. Tu peux avoir des mecs qui sont quand même un peu perdus avec tous ces discours sur justement autour de la vie du sol, quoi. Alors là tu m'as demandé de rentrer dans les détails techniques, mais si on le vulgarise, c'est couvrons les sols. Juste après la moisson, mettons en place des couverts végétaux. Il ne faut pas laisser le sol nu. D'autant plus que, là, il parlait d'oxydation. Le premier oxydant, c'est le soleil. Si on laisse un sol nu en plein été, il va s'oxyder. Il va brûler. Tu vas monter à 50-60 degrés. Donc là, on va tuer les micro-organismes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inspirer des principes naturels. Quand tu regardes la nature, elle couvre son sol principalement en été avec des feuillus. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où l'intensité lumineuse est maximum. Et nous, c'est le moment en fait, où on a des sols nus. Donc c'est là où il faudrait couvrir les sols. Et en faisant ça, on va pouvoir limiter les accidents climatiques parce qu'on va remettre en balance tout le cycle de l'eau qui est quelquefois déréglé. Et si on se met à couvrir les sols, ça veut dire aussi qu'on va pouvoir produire 2 fois par an. En France aussi. C'est-à-dire que juste après la récolte du blé, qui va servir à faire du pain, tu peux très bien imaginer semer de la cameline qui servirait à faire un biodiesel qu'on récolterait au mois d'octobre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin d'opposer l'acte de production de nourriture avec l'acte de production de biocarburants. La même année, on se nourrit et on roule. Ouais, mais du coup, il faut quand même qu'on nourrisse le sol aussi. Mais tu nourriras ton sol parce que tu auras des plantes vivantes toute l'année qui vont venir faire des exudats au niveau du sol. Par les racines et puis par les débris des récoltes, quoi. Oui. D'ailleurs, tiens, tu t'as évoqué tout au début le fait que nos sols ne sont pas assez... ont perdu de la matière organique. C'est un peu l'élément pivot, un peu l'élément clé à chaque fois qu'on parle des sols. Aujourd'hui, c'est quoi le bon taux dans telle ou telle terre qu'il faudrait atteindre, le taux un peu pivot, quoi? Ça, c'est les études qui ont été faites par Pascal Boisven, qui est en Suisse, qui avait repris pas mal d'études scientifiques aussi, qui expliquaient que normalement... Donc tu prends ton taux d'argile ou taux de limon, donc ça c'est la granulométrie, c'est la texture. Taux d'argile multiplié par 0,17 égale quantité minimum de matière organique qu'il faut dans le sol. Bon, c'est simple, tout le monde peut le faire. Oui, mais ça veut dire que quelqu'un qui a 40% d'argile, 40 fois 0,17, il me faut au moins 6% de matière organique pour avoir une bonne stabilité structurelle. Et aujourd'hui, on a des sols qui ont 1,5. Donc sur ces gens-là, même s'ils ont très envie de passer en agriculture de conservation des sols, ça mettra plus de temps. Ça, c'est pour voir où tu dois aller. Et maintenant, pour voir où tu en es aujourd'hui, tu fais l'équation inverse. Matière organique divisée par argile, si tu es inférieur à 10%, ta transition ne va pas se faire en 2025, malheureusement. Et si tu fais matière organique divisée par argile et que tu es supérieur à 24%, ça va bien se passer. Et là, tu vois, on fait vraiment que de l'agronomie. Moi, je connais des agriculteurs en labour qui sont supérieurs à 24%. J'en connais qui sont en semi-direct depuis 20 ans, qui sont inférieurs à 10%. Donc, c'est pas parce que je suis en semi-direct que je suis bon, et c'est pas parce que je suis en labour que je suis mauvais. On fait que de l'agronomie. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça fait une petite mécanique assez simple pour voir en fait son potentiel et comment on peut avancer là-dedans. Parce que c'est vrai que moi, des fois, je discute entre agris, on se dit, bon, de toute façon, je laboure, on voit des vers de terre quand même. Je laboure pas, on voit des vers de terre, mais c'est un peu
Ça, c'est un peu très aléatoire de dire ça. Enfin, ça t'aide pas à avancer, d'ailleurs, quand tu dis ça. Non, le ver de terre, on s'en inspire souvent, on s'amuse avec, mais en fait, la présence de ver de terre, elle est également liée à la texture. Sur les sols très sableux, tu auras moins de ver de terre. Et là, la fonction du ver de terre, elle est assurée par un biofilm bactérien. Donc, on peut s'amuser à compter les vers de terre, mais c'est pas forcément un très bon indicateur non plus. Je reviens juste sur les histoires de matière organique, Oui. justement. Admettons, je suis à 1,5, je veux monter à 6%. Ça va être long. Combien, normalement... Enfin, qu'est-ce que je peux espérer acquérir comme taux de matière organique si jamais je mets tout en œuvre c'est quoi la bonne recette pour progresser vite, pour augmenter vite ces taux de matière organique dans le sol, tiens, d'ailleurs. Alors, ça dépend où tu habites. Ouais. Si tu es au Pays Basque avec 1500 mm d'eau correctement répartie toute l'année, tu vas aller très très vite parce que tu auras de l'eau qui va te permettre de faire de la biomasse. Si tu es dans des régions un peu plus sèches comme la Nièvre, la Côte d'Or ou autre, tu peux avoir toute la bonne volonté. S'il n'y a pas d'eau, tu ne pourras pas augmenter tes taux de matière organique très vite. Donc la bonne recette, c'est mettre en place des couverts végétaux qu'on va détruire à des stades jeunes, dans la majorité des cas, c'est-à-dire avant le stade de floraison. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer aussi de remettre du sucre rapide dans les sols. Et ensuite, si on veut augmenter le taux de matière organique, il faudra plutôt mettre des couverts végétaux qu'on va détruire de manière, en fin de cycle, une fois qu'elles auront fleuri, parce qu'elles ont des céssurènes élevées, c'est-à-dire qu'elles sont lignifiées. Ça permet d'augmenter le taux de matière organique, mais ça ne permet pas forcément de nourrir, dans un premier temps, la biologie. Et si on doit encore refaire une comparaison, les sols d'aujourd'hui, c'est un peu comme si tu avais quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 3 semaines. Qu'est-ce que tu lui donnes en priorité ? Un sucre rapide. Tu ne donnes pas un plat de pâtes. Donc la priorité au départ, c'est de donner un sucre rapide et ensuite un plat de pâtes. Et si on veut vraiment accélérer, il faut remettre des animaux pour qu'ils ramènent tout le matériel de décomposition. Parce que la principale fertilité d'un sol, c'est d'abord la biologie, avant d'être la chimie. Pourquoi les sucres rapides, tu disais ? Imagine que toi, tu es en train de tomber dans les pommes. Ouais. Qu'est-ce qu'on te donne ? Un sucre rapide ou un plat de pâtes ? Un sucre rapide. Un sucre rapide. Et il faut regarder quels sont les types de matières organiques qu'on a apportées au sol depuis plusieurs années. Moi, je vais te schématiser le céssurène avec du jaune et du vert. C'est pas très compliqué. Plus c'est vert, plus ça se décompose vite. Plus c'est jaune, plus c'est lent à être décomposé. On va faire un petit exercice rapide. De quelle couleur est du blé et le blé au mois de novembre ? Oui, vert. Vert. Donc si je le détruis, il va à quelle vitesse ? Il va se détruire vite. Vite. De quelle couleur est la paille de blé ? Jaune. Ça met un certain temps. Ouais. Le colza au mois d'octobre ? Hiver. Il est vert, il va à quelle vitesse ? Il va aller vite. La tige de colza le jour de la moisson ? Elle est marron, jaune. Donc c'est lent. Ouais. Maintenant, on va faire la famille des légumineuses. De quelle couleur est une jeune féverolle ? Elle est verte aussi. Elle est verte. Ouais. Et de quelle couleur sont les feuilles d'une Je cherche le piège qui va me tomber dessus. Il n'y a pas de piège. Et de quelle couleur sont les feuilles d'une féverolle en fleurs, en bonne santé ? Les feuilles d'une... Féverolle en fleurs. Les feuilles, elles sont toujours vertes, non ? Oui. Donc tu vois que crucifères et graminées, quand elles sont jeunes, elles sont vertes, elles vont être digérées très vite. Ouais. Quand on arrive le jour de la moisson, on est plutôt sur du jaune-gris qui va être lent à être digéré. Ouais. Les légumineuses, quel que soit leur stade, jeunes ou âgées, sont toujours vertes et elles vont se dégrader vite. Et maintenant, tu regardes un peu certaines rotations en France où depuis 10-20 ans, on fait, je prends juste un exemple, colza blé orge. De quelle couleur est la paille de colza ? Eh bien, elle est grise. Elle est grise, la paille de blé. Elle est jaune. Elle est jaune, la paille d'orge. Pareil. Elle est jaune. Donc en fait, ça signifie que depuis 20 ans, on est donne au sol frites, pâtes, choucroute, frites, pâtes, choucroute, frites, pâtes, choucroute. Il a envie de quoi, le sol ? D'un digestif vert. Ouais. Pour être relancé, tu vois. Donc là, il va falloir remettre des couverts végétaux qu'on détruit avant le stade de floraison. Si à l'opposé, tu étais dans une rotation où tu as 3 années de soja, une luzerne, un flageolet, ben là, c'est comme si on t'avait donné un jet 27, une chartreuse, un autre jet 27. Là, on voit bien avec les alcools, ça projette. Ça projette mieux, mais là, tu vas chercher à apporter des végétaux détruits de manière en fin de cycle qui soient jaunes. Et en fait, le sol, c'est comme nous. Regardez ce que vous mangez, le sol, on va le nourrir pareil. On va équilibrer la ration du sol. J'insiste quand même, parce que disons que je suis un agriculteur en pleine Beauce, par exemple. Je ne veux pas mettre d'élevage, il n'y a pas d'élevage, il n'y en aura pas. Quand même, qu'est-ce que je peux bien faire pour arriver à augmenter si je n'ai pas ce levier élevage ? Commencer vraiment avec les couverts végétaux et limiter le travail du sol. Parce que le travail du sol, en fait, la matière organique, c'est quoi ? C'est comme un feu de bois dans la cheminée. Plus je viens avec le tison bouger mon feu de bois, plus je mets d'oxygène, plus je vais brûler de bois. Moins je viens bouger le bois, plus je conserve le bois que j'ai dans la cheminée. Donc, il faut minimiser le travail du sol et après, semer juste après la moisson. Et normalement, il faut semer dans les 4 jours qui suivent la moisson pour bénéficier des remontées d'eau par capillarité qui vont aider la graine à germer. Plus on sème vite, plus on réussit de couvert.
Et si tu as un couvert qui fait 8-10 tonnes de matière sèche une année où il a plu, tout ça, ça va te permettre d'augmenter ton taux de matière organique et de relancer l'activité biologique. Très bien. On a des questions aussi qui nous ont été envoyées. Souvent, qui dit ces techniques-là d'agriculture conservation dit limaces. En tout cas, des agriculteurs disent nous, il y a des problèmes de limaces. Oui, non, c'est quoi ta solution par rapport à ça? Alors sur les limaces, on peut mettre de l'anti-limace dans la ligne de semis, parce qu'une ligne de semis, c'est une autoroute à limaces. Donc on va essayer de limiter les dégâts par rapport à ça. Ce qu'on peut éventuellement faire aussi, c'est de rouler les semis après avoir semé. Ça permet de casser les galeries. Mais attention quand même, parce que quand on roule, on va aussi assurer le contact terre-graine des adventices avec le sol. Et après, il y aura peut-être un peu de prévention à faire, de regarder s'il y a des limaces présentes avant la moisson ou autre, sachant que les limaces ne sont pas forcément liées à l'agriculture de conservation des sols. C'est plutôt lié à la climato aussi. Une année pluvieuse, que tu sois en labour, en TCS ou en semi-direct, tu auras des limaces. On a des limaces. Mais tu vois, ta réponse a été quand même de dire on met de l'anti-limace. Oui. D'autres, la réponse pour d'autres serait oui, mais il va y avoir un équilibre d'auxiliaire, t'inquiète pas, ça va s'équilibrer. Tu as juste un mauvais moment à passer, ça va aller tout seul après. Alors moi, je suis la première à croire à l'équilibre des auxiliaires. Le problème, c'est que quelquefois, on peut être amené à semer 2 ou 3 fois. Et à la fin, ça peut commencer à coûter cher et on peut rentrer notamment sur du colza. Un colza que tu vas te mettre à semer le 15 septembre, tu es presque hors limite, hors date limite pour pouvoir semer. Donc il faut rester pragmatique. On peut mettre en place par exemple, de mettre en place des leurres. Il y en a qui vont semer du colza avec le maïs. Les limaces vont aller sur le colza. Ensuite, elles n'attaqueront pas le maïs et tu fais un antidicote sur ton maïs. Il y en a d'autres qui vont semer du tournesol avec de l'avoine ou du seigle. Les limaces vont sur l'avoine et le seigle et pas le tournesol. Donc ça, c'est du leurre. Mais après, il faut rester pragmatique et s'il y a besoin d'intervenir, il faut intervenir. Ouais. Cette année, par exemple, c'était quand même, ça fait plus d'1 an d'ailleurs que c'est bien chargé en limaces. Et intervenir aussi sur les couverts végétaux. Le couvert végétal, protéger aussi. C'est une culture à part entière. Donc si on le considère comme une culture à part entière, s'il y a besoin de le protéger, il faut le protéger. Et tout en disant, si on dit mais là tu interviens, l'agriculture naturelle, ça n'existe pas. Si on fait de l'agriculture, on modifie le milieu pour installer une culture qui nous fait pousser. Donc on aura toujours un impact, qui que l'on soit. Ouais, le côté c'est magique, je sème, tout se passera bien tout seul, c'est pas la philosophie. Non, ça pousse pas tout seul. Ouais. Et c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Tu peux manger une amanite phalloïde, c'est naturel, mais c'est un repas mortel à la fin. C'est pas terrible. Souvent là aussi, c'était une question qui était sur les réseaux. On nous dit il y a beaucoup de projets de méthanisation qui sont développés partout. Oui, mais c'est bien, c'est pas bien pour le sol. Oui, ça permet de semer en direct parce que faut aller vite, mais ce qu'on ramène sur les sols, c'est pas forcément. On a perdu du carbone. Là aussi, c'est quoi ton regard par rapport à ça? On a perdu le carbone rapide. Ouais. Le méthane, c'est quoi le Jet 27. On a perdu du digestif. Le carbone rapide, c'est du. Donc, pour faire du méthane, c'est du CH4. Donc, le méthaniseur, il va utiliser tout ce qu'il peut de ce qu'on va lui donner à manger pour faire du méthane. Et ce qui va en ressortir, c'est quelque chose qui n'avait pas été digéré par la vache, qui n'a pas été digéré par l'homme, pas digéré par le méthaniseur. Donc en fait, c'est quelque chose où la partie minérale, elle est très importante en azote, phosphore, potassium. Mais en revanche, la partie carbone, c'est du carbone très très stable que tu ramènes au niveau du sol. Donc là, tu augmentes ton taux de matière organique, mais tu ne nourris pas la vie du sol. Donc s'il y a du digestat, ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser la fraction liquide qui est très fertilisante, qui est encore plus fertilisant qu'un lisier. Quand on regarde les valeurs, tu vas être à 4,5 d'azote par mètre cube. Donc tu sèmes par exemple un sorgho fourragé juste après la moisson, tu utilises ta phase liquide pour fertiliser le sorgho fourragé et tu laisses ce sorgho fourragé pour ensuite installer une autre culture. Il ne faut pas oublier qu'il faut nourrir le sol. Oui. Si on oublie de nourrir le sol, sur le long terme, les sols ne fonctionneront pas. On n'arrivera pas à résoudre le problème de la matière organique qui doit augmenter. Ouais. Petit intermède pour te demander qu'est-ce que tu fais le 23, 24, 25 février. Je ne sais pas encore, mais peut-être que tu vas monter à la capitale. Parce que déjà, 1, il y a le salon de l'agriculture, mais 2, il y a le SIA Pro, le salon pro, pendant le salon de l'agriculture, dans lequel tu trouveras des exposants, des conférences et la possibilité d'échanger entre les conférenciers et les participants sur des sujets importants. Alors ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à toi, agriculteur ou personne qui travaille dans l'écosystème agricole. C'est des sujets pro. On t'invite tout de suite à aller sur le site de SIA Pro, regarder les sujets et puis, sait-on jamais, télécharger ton billet. On va zoomer un petit peu sur toi pour apprendre un peu à te connaître. Tu as grandi sur une ferme qui pratique l'agriculture de conservation depuis les années 80. Oui.
pourquoi, en fait, alors dans l'Aveyron, qui n'est pas une région de grande culture, hein, on pense pourtant, plus à si. l'élevage, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour c'est ton père? C'est mon père, ouais, C'est qui a ton père commencé, qui avait ouais. commencé? Mais les 2 raisons, c'était pour réduire l'érosion et réduire les coûts de production. Réduire l'érosion parce que j'ai des terrains quand même en pente. Mhm. Donc là, dès qu'il pleut, tu as toute la terre qui part. Et réduire les coûts de production, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Sachant qu'à l'époque, en plus, le glyphosate, pour en parler, coûtait encore plus cher Ouais, qu'aujourd'hui. Mais les coûts de production étaient quand même moindres que s'il avait fallu labourer, changer Ouais, les pièces c'est et clair. tout. D'autant plus qu'on est sur des sols sableux qui sont très, très usants. Ouais. Et donc tu me disais, donc ça c'est, enfin, dans les années 80, au départ de ça, ton père avait déjà le réflexe découvert, parce que Non, pas du on tout. a connu dans l'agriculture de conservation des transitions ou du SD en disant allez on va en SD, on est passé au casse-pipe parce qu'on a oublié les couverts et on a emmené des fermes dans le mur. Ouais. À l'époque, ils avaient déjà l'information ou les conseils où il avait vu pour faire Pas les du couverts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de se lancer, parce qu'on n'est plus au balbutiement. Aujourd'hui, on sait faire. Donc quelqu'un qui veut se lancer, il vaut mieux qu'il aille voir un agriculteur qui pratique et qui maîtrise, Mhm. pour ne pas essuyer les plâtres, plutôt que de se dire ah ben, je vais essuyer les plâtres qu'on a déjà essuyés. Quand on regarde l'évolution, il y a 30 ou 40 ans, on ne savait pas faire. Mais on avait les trésoreries pour essuyer les plâtres. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas forcément la trésor, mais on sait faire. Ouais. Donc la priorité, si on veut se lancer, c'est d'aller se former. Et si tu reviens à l'histoire du départ, les couverts végétaux, on ne les connaissait pas. À l'époque, c'était quoi ? C'était les pailles étaient au sol, on mettait le feu. Pas de problème de limaces. La fertilocalisée, tu n'en as pas besoin parce que tu viens de minéraliser un peu ta matière organique. Tu semais avec un semoir sulky unidril, tout se passait bien. 1992, la PAC interdit le brûlage des pailles. Donc tu as pas mal d'agriculteurs, notamment en Angleterre ou dans le nord de la France, qui se retrouvent à semer dans des volumes de paille de 5-6 tonnes de paille à l'hectare. Ben là, la graine, elle n'était pas dans la terre, elle était pincée entre la paille et elle ne germait pas. Ou alors elle germait, mais elle ne pouvait pas s'installer. Et c'est ce qui a fait un gros frein. Et après, progressivement, tu as les couverts végétaux qui ont été vus au départ sous l'aspect contrainte réglementaire et qui étaient les cultures intermédiaires pièges à nitrate. Qui parfois sont encore un peu vus comme ça. Sont encore un peu vus comme ça. Mais c'est ce qui a permis aujourd'hui de faire avancer le semi-direct. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est la porte d'entrée. Il vaut mieux faire des couverts végétaux avec un peu de travail du sol que du semi-direct sans couvert. Semi-direct sans couvert, on sait déjà. C'est le casse-pipe. C'est un casse-pipe complet. Ouais, c'est clair. Du coup, tu m'as redit tout à l'heure, tu as perdu ton papa. Oui. Donc dans l'histoire, c'est ton grand-père qui a repris, Oui. qui s'est remis à retravailler. Pas à retravailler. Pas à retravailler les sols. À pas retravailler les sols, oui, justement, c'était intéressant ce que tu m'as raconté, de se dire, ton grand-père est revenu sur la ferme suite à ça, et lui, il a dit, moi, surtout, je travaille pas parce que, voilà, j'ai plus Il a l'âge dit, je continue comme ça, parce que sinon, alors que l'INRA lui avait dit, un jour, vous serez obligé de retravailler les sols. Ouais. Mais pour lui... Encourageant, l'INRA. Très encourageant, ouais. Mais s'il avait fallu revenir en arrière, ça signifiait racheter un tracteur très puissant, racheter une charrue, ramasser les pierres, parce que chez moi, il y a pas mal de pierres. En fait, ça voulait dire augmenter les coûts de production pour produire moins. Donc il a dit, je continue comme ça et on verra. Ok. C'est pas... Quand tu dis que l'INRA l'encourageait pas, c'est justement un petit regard, un petit crochet, là, l'INRA ou les instituts, c'est quoi ton regard sur eux, sur ces accompagnements ? Est-ce qu'ils sont au niveau, on va dire, d'ailleurs, de ces transitions ou de ces sujets ? Les agriculteurs ont été pionniers. On est passé d'une approche top-down à bottom-up, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un agriculteur, je sais rien, je ne suis pas allé à l'école, donc j'attends qu'on me dise ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est plutôt les approches du terrain qui remontent et qui vont dans la science, mais il y a de la recherche qui est faite. Tu as des personnes comme Lionel Rangard, qui est microbiologiste à l'INRA de Dijon, Stéphane Cordeau. Il y a quand même de plus en plus maintenant de chercheurs qui viennent directement sur le terrain et où on a des solides partenariats entre agriculteurs et la recherche. Donc il ne faut pas non plus dénigrer tout ce qui est fait Ça nous rassure, à côté. s'il y en a certains qui font le job. Bon, c'était la petite parenthèse. Est-ce que donc toi, tu es une femme aussi dans ce domaine-là, déjà agricole. Est-ce que tu t'es installée en quelle année déjà ? En 2010. Je suis revenue sur la ferme en 2007, mais après l'installation officielle, c'est 2010. 2010. Tu as été acceptée correctement, on t'a défiée en tant que femme qui arrive agricultrice ? Tu es énormément défiée au départ. Parce qu'on peut te dire, la petite blonde de l'Aveyron, elle vient me parler, mais on va voir ce qu'elle a dans les tripes. Ouais. Donc au départ, on te met beaucoup plus de freins, on va dire, que quand tu es un homme. Mais après, une fois que tu as fait ta place, ça va. Ouais. Mais il faut être encore plus technique quand on est une femme dans un milieu d'hommes. Mais là, tu vois, il faut être sur les questions-réponses et tout. Il faut savoir vraiment de quoi tu parles, sinon
tu y arrives pas. Du coup, c'était déjà, quand tu dis ça, c'est sur la ferme et après, assez vite, tu as fait les conférences et les interventions. Non, Pas du tout, parce pas que du je suis tout. très timide à la base. En fait, si tu veux, après, je m'installe. Après, j'ai eu la bourse Nuffield. Donc Ouais. ça m'a permis de partir à l'étranger et d'approfondir justement tout ce qui était semi-direct, couverts végétaux. Quand je suis revenue, à l'époque, il y avait Frédéric Thomas qui organisait le NLSD à Clermont-Ferrand, Ouais. qui m'a dit, est-ce que tu peux venir nous expliquer un peu ce que tu as vu? Et de là, il y en a 2-3 qui ont pris ma carte et c'est parti comme ça. Ok. Du coup, là, dans ce monde d'intervenants et tout ça, là encore, tu es une jeune, tu viens d'arriver, ok, tu as fait le tour du monde, mais bon, qu'est-ce que tu viens de nous raconter? Là aussi, tu étais challengé, j'imagine. Enfin, Oui, au début tu l'es, mais après, moi c'est la passion qui m'anime en fait. Ouais. J'aime ce que je fais, j'aime transmettre et j'aime partager. Parce que si tout ce que tu apprends à l'étranger ou même en France, hein, si tu le gardes pour toi, tu n'avances pas. Et si on veut faire avancer les choses, il faut partager un maximum d'infos. Ok, c'est vrai, d'ailleurs, tu as raison. La richesse, c'est le contraire de la misère. C'est pas la richesse. Le contraire de la misère, c'est le partage. J'ai l'impression que l'agriculture conservation, c'est de la philosophie avec ça. C'est pour ça qu'on Parce que parle t'as plein de- d'agriculture. C'est pour ça qu'on parle d'agriculture de conversation après. Ah oui. Mais malgré tout, je reste encore un peu là-dessus. Est-ce que tu as eu des moments où tu as connu des échecs ou des difficultés à te dire ça me saoule, j'ai envie de baisser les bras, soit sur des retours négatifs, soit sur des expériences aussi sur la ferme où ça se passait pas forcément comme tu le voulais, comme tu pouvais donner des conseils sur d'autres et sur ta ferme ça marchait pas? Est-ce que tu as Les échecs au départ, c'est quand tu arrives, tu es jeune et tu veux tout révolutionner. Donc je m'étais mis à faire du persil frisé, de l'aneth et des trucs comme ça. Puis après, je suis vite revenue aux cultures traditionnelles qui poussent à 850 mètres d'altitude. L'agronomie, c'est d'abord la science des localités. C'est pas de faire pousser les cultures que tu veux faire pousser, mais c'est d'abord de s'adapter aux conditions pédoclimatiques que tu as et aussi aux débouchés. Parce que tu peux avoir des super conditions pédoclimatiques pour faire pousser du chanvre. Si tu n'as pas la filière chanvre en face, tu fais rien en fait. Donc il faut regarder tout ça en fait. Et après, c'est de chercher constamment à s'améliorer, de se remettre en question tous les jours et d'être humble. Parce qu'on ne connaît rien. Moi, je me dis, chaque jour qui passe, c'est un nouveau match de foot à jouer. On n'est jamais arrivé au bout en fait. Et des échecs, on en a tous. Pourquoi? Parce qu'on est agriculteur, on travaille dehors. Moi, je connais aucun agriculteur qui a 100% de réussite sur sa ferme tous les ans. Enfin, si t'en connais, dis-moi qui, mais... Parce qu'on travaille dehors. On travaille dehors et on est humble. Et quand il y a quelque chose qui a marché, on ne sait pas pourquoi. Quand il y a eu un échec, on arrive à l'expliquer. Mais une culture qui a été super tout au long de l'année, c'est peut-être parce que les conditions climatiques étaient favorables. Ouais, c'était l'année qui était gentille avec nous, quoi. C'est ça. Ouais. Du coup, on reparlera, on peut en parler maintenant. Tu as évoqué la bourse Nuffield, ça va permettre de parler un peu de ce programme-là. C'est quoi et ça permet quoi? Donc la bourse Nuffield, j'encourage tous ceux qui peuvent en bénéficier à le faire. Donc c'est à la fois, à la base, c'est prioritairement pour les agriculteurs, mais après ça peut être pour des personnes qui travaillent dans le milieu agricole. C'est une bourse qui permet en fait d'approfondir un sujet de ton choix. Donc là, tu vas pouvoir partir pendant une semaine avec tous les boursiers de l'année qui viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Donc c'est un programme international. Programme international avec une semaine obligatoire qui est organisé dans un des pays membres du réseau Nuffield. Et après, toi, tu as une année ou deux pour pouvoir étudier le sujet de ton choix. Donc tu pars où tu veux, quand tu veux, en fonction aussi de ton budget. Et là, maintenant, il doit y avoir une vingtaine, je pense, de boursiers Nuffield au niveau national avec des sujets assez innovants et qui viennent un peu rentrer en disruption avec ce qu'on peut faire chez nous. C'est juste pour faire la petite pub justement, c'est une mécanique où c'est subventionné par des entreprises pour qui te payent ton voyage, qui te permettent de faire un voyage, quoi. Oui, c'est ça? En fait, ils subventionnent une bourse et ensuite tu as un jury de sélection qui va sélectionner parmi 20-30 sujets, voilà, ceux qui sont assez innovants. Par exemple, si cette année tu vas vouloir étudier le semi-direct et les couverts végétaux, tu n'iras pas. Parce que ce sujet, on estime que ça a déjà été fait. Ouais, c'est moche. Tant pis pour vous, si vous vouliez partir. Non, mais il faudra aller encore plus loin. Mais là, tu as Guillaume Tan, peut-être que tu connais, qui a travaillé sur le bas carbone, agriculture économe en énergie fossile. D'accord, ok. Ouais. Qui doit être mis en relation avec Jean-Marc Jancovici, du coup. Ouais. Donc, du coup, s'il y a des entreprises qui veulent participer et contribuer à de l'ouverture d'esprit de certains jeunes, quoi, et qui vont profiter, on va dire, de ce regard qui aura été fait à droite à gauche. Toi, tu as été dans différents pays. Oui. Tu as été où et qu'est-ce que tu as retenu? J'ai été un peu partout. Je suis allée en Nouvelle-Zélande, en Australie, Canada, États-Unis, Brésil, Mexique, tous les pays d'Europe de l'Est.
Le Danemark, la Suède. Ce que je retiens, c'est que les agricultures sont diverses, qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais dans tous les cas, ce que j'ai vu, c'est des gens qui avaient envie de partager ce qu'ils faisaient. Ça, c'est un truc qui est sympa. Tu peux parler avec un Australien, un Américain, un Danois. Dans tous les cas, tu es avec un agriculteur, on a un peu tous les mêmes tripes, on veut partager. Mais est-ce que tu as pris des claques, des trucs où tu dis, ouah, jamais on a vu ça chez nous, et tu te dis, je reviens avec cette info-là parce que jamais je l'avais vu. Ben, les claques, ça va être soit sur la création de valeur ajoutée, qu'on peut avoir dans d'autres pays, un peu plus que ce qu'on peut avoir quelquefois chez nous. Et après, c'est vraiment les charges de mécanisation et l'intensification, mais au sens positif du terme, on va dire, quand tu vois pas mal d'autres pays qui font 2 cultures par an. Et ce qu'on peut faire aussi chez nous. Ça t'a inspiré Oui, mais ça tu le vois au Brésil. Et on peut le faire en France, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Derrière le blé, tu t'installes de la cameline. Et bon, après, il faut plus ou moins avoir accès à l'irrigation qui permet de maintenir les plantes en vie, plutôt que de les laisser crever parce qu'il fait trop sec. Ouais. Mais c'est toutes ces choses-là, en fait, qu'il faut regarder et de se demander comment on peut être encore plus performant. Même si on compare la mécanisation à l'étranger, moi j'ai vu des très gros tracteurs, le Big Bud, je ne sais pas si tu vois comment il est, je suis montée dessus, un beau pépère. et tu restes à 0,9 chevaux à l'hectare. Donc Oui, ok, ils ont des que... gros tracteurs, mais en France, on a combien de chevaux à l'hectare ? On a des charges de mécanisation qui, à mes yeux, en France, sont trop élevées. On considère d'ailleurs que sur une ferme céréalière, 40% des coûts de production sont liés à la mécanisation. Donc on peut râler parce que le blé se vend pas assez cher ou autre, mais on a quand même un levier sur lequel il faut travailler. Ah, mais c'est pas facile de renoncer à un tracteur sympathique. Il faut qu'il soit confortable aussi bien que son voisin. C'est compliqué. Oui, mais ça. c'est pas le tracteur qui permet de produire. C'est d'abord la connaissance du sol. Et pour moi, ce qui va tout révolutionner, c'est l'arrivée des tracteurs autonomes. Parce que si tu regardes l'évolution de l'agriculture, jusque dans les années 1950, on avait des bœufs et des chevaux. Après, les tracteurs sont arrivés. Qu'on mangeait. Ouais. On mangeait Là, notre il y aura cheval. les tracteurs autonomes. Ça veut dire que ceux qui veulent être agriculteurs pour s'amuser à conduire un tracteur, mais en fait, demain, c'est fini. Le bon agriculteur de demain, c'est combien de grains au mètre carré je sème, comment je fertilise, comment je nourris. On parlait tout à l'heure d'oligo-éléments, mais on ne parlera plus de savoir si tu as un tracteur rouge, vert, bleu ou autre. On va revenir à l'agronomie. Notre métier d'agriculteur, c'est d'être cultivateur, c'est-à-dire de cultiver la vie du sol. On va nourrir la vie du sol qui nourrira les plantes, qui nourrira les animaux, qui nourrira les hommes. Et c'est le vrai métier, c'est pas d'être conducteur de tracteur. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a une belle évolution dans le machinisme qui pourrait arriver, c'est un tracteur sans cabine. Oui. C'est l'évolution qui va faire progresser l'agriculture. Mais tracteur sans cabine, on n'ira pas en plein soleil, en plein été gratter le sol ou autre. Et en plein hiver, s'il pleut trop, tu ne vas pas aller prendre plaisir à t'embourber dans un sol pour te mettre en photo sur je ne sais pas quel réseau social. Ouais, ça va être triste, là, du coup. Non, mais quand tu prends cette boutade-là, c'est pour se dire effectivement qu'on fait des erreurs techniques parce que le matériel nous permet de faire des choses qui, en fait, sont des non-sens, quoi. Ça, et aussi peut-être parce qu'on connaît pas... Beaucoup ne connaissent pas les coûts de production. Un autre exemple aussi, quand on parle de se prendre des claques, je suis allée sur une ferme qui fait 60 000 hectares et qui est cotée en bourse. Là, en fait, il faut que tu rendes des comptes à un conseil d'administration. Ouais. Et ça, des fois, je le dis à certains agriculteurs, c'est posez-vous la question, quand je vais faire ça, est-ce que c'est justifié ? Est-ce que mon labour est justifié ? Est-ce que mon déchômage est justifié ? Même est-ce que mon semis est justifié ou autre ? S'il est justifié, ok, tu y vas. Mais si tu dois rendre des comptes à un conseil d'administration, il y a peut-être certaines décisions que tu ne prendrais pas, que tu ne ferais pas. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que tu as vu, je reste sur ton voyage avec la bourse Neufil, que tu as vu que tu n'as pas du tout envie de reproduire en France ? Il y a des schémas ou des pratiques, tu dis, oh là là, c'est... La pratique, la chance qu'on a en France, encore pour beaucoup, c'est qu'on peut être propriétaire des terres ou qu'on a le fermage, ce qui te permet d'imaginer des rotations sur plusieurs années. Il y a d'autres pays où malheureusement, je prends l'exemple de l'Argentine, ils vont pouvoir avoir accès à la terre uniquement sur une année. Donc ils ne peuvent pas imaginer de se dire je vais mettre en place un couvert végétal pour améliorer la fertilité des sols parce que l'an prochain je vais cultiver à nouveau. Donc là on a une vraie grande chance, c'est de pouvoir travailler sur le moyen et le long terme. Il ne faut pas l'oublier ça. Bon, alors je vais te partager une autre vidéo d'un autre agriculteur. Bonjour Sarah, Arnaud, futur éleveur en bovin laitant dans l'Aveyron. Je reprends l'exploitation familiale sur près de 80 hectares. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut démarrer dans l'agriculture de conservation des sols sans pour autant investir dans du nouveau matériel ou prendre des risques sur les rendements ? Merci.
Alors, le petit jeune, les trucs et astuces pour partir correctement. Donc pour partir correctement, première chose, aller se former. Moi, je ne suis pas labourée. S'il me fallait apprendre à labourer, j'irais demander à quelqu'un qui sait labourer. Donc première chose, aller se former. Parce qu'en formation, tu vas apprendre les différences entre les couverts d'été, couverts relais, couverts d'hiver, à quel moment on le détruit, à la fois en fonction du rapport carbone sur azote, mais aussi en fonction de la réserve utile, faire attention au poids des machines et tout ça. Et une fois que tu as les bases, après tu commences par un couvert végétal, sans aller jusqu'à l'investissement en semi-direct, avec d'un semoir de semi-direct. Un couvert végétal, on peut l'installer même s'il y a eu du labour, herse rotative ou autre. Et progressivement, on va vers là. Et après, là c'est un éleveur, il y a autre chose... Aveyronais en plus. Aveyronais, mais les Aveyronnais, on les retrouve partout. Il y a autre chose, vraiment, un message à faire passer aux éleveurs, c'est prenez soin de vos engrais de ferme. Les éleveurs n'ont pas des effluents. Un effluent, c'est une eau issue de salle de traite. Pour moi, il faut faire de l'agri-bashing, c'est-à-dire qu'il faut bâcher son tas de fumier. Parce qu'il y a énormément d'éléments minéraux qui sont perdus malheureusement parce qu'on laisse le tas de fumier dehors sous la pluie. Moyennant quoi, c'est pas un tas de fumier, c'est de la paille mouillée qu'on va épandre dans les parcelles. Donc il faut prendre soin des engrais organiques, du fumier, du lisier, afin de pouvoir fertiliser les cultures. Mais si on les a négligés, c'est encore une fois de regarder l'histoire. C'est parce que nous, on est nés après la Deuxième Guerre mondiale. Les engrais n'étaient pas chers, le pétrole n'était pas cher. Donc on nous a dit qu'on avait des effluents dont il fallait se débarrasser. Quand tu écoutes d'ailleurs le vocabulaire, c'est « je vide ma fosse à lisier, je cure la stabue ». Alors que normalement, on devrait dire « j'utilise le fumier pour fertiliser les cultures, j'utilise le lisier pour fertiliser les cultures ». Donc là, il y a un gros travail à faire et ne pas prendre ce dossier comme on a pris le dossier SIPAN. Les SIPAN culture intermédiaire piège à nitrate, on n'en voulait pas. Maintenant, tout le monde s'intéresse aux couverts végétaux. Là, il ne faut pas se dire c'est des effluents, il faut se dire c'est des engrais de ferme à valoriser et du coup faire des fumières couvertes avec fosse de récupération des jus ou éventuellement aussi bâcher les fosses à lisier pour être sûr d'aller mettre du lisier dans les parcelles et pas de l'eau. Surtout les années où il a énormément plu. Exactement. On va revenir sur les défis en fait qui sont autour de ces sujets-là. L'érosion, tu en as parlé au tout début. Pourquoi en fait ce sujet-là ne semble pas être pris en considération suffisamment par les décideurs et par les agriculteurs, puisqu'en fait on en parle, mais les pratiques elles évoluent pas forcément et on voit toujours des coulées de boue quand il y a des orages. Mais parce qu'on se dit que s'il y a une coulée de boue, c'est parce qu'il a trop plu. Parce qu'on l'a toujours vu, qu'on est habitué à ça. Et s'il y a des coulées de boue, c'est pas parce qu'il a trop plu, c'est parce que le travail du sol casse une colle qu'on appelle la glomaline qui permet d'agréger les particules de sol entre elles. Donc le sol s'en va. Et comme on le voit toujours, ça ne nous choque pas. En fait, il faut en prendre conscience et prendre conscience aussi qu'on risque de manquer de sol avant de manquer de pétrole. Et s'il n'y a pas de sol, il n'y a pas d'agriculture. Ouais. S'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de nourriture. Et s'il n'y a pas de sol, c'est la guerre. Parce que quand tu as du sol, tu as de l'agriculture. Si tu as de l'agriculture, tu as de la nourriture. Si tu peux te nourrir chez toi, tu restes chez toi. Si en revanche, il y a un désert, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas déménager et ça engendre tous les conflits qu'on voit au niveau international. Donc travailler pour la couverture du sol et l'agriculture de conservation, c'est aussi quelque part travailler pour la paix. Pour permettre à tout le monde de produire plus, mieux et partout. De revégétaliser les déserts, reverdir les déserts. Du coup, j'insiste, comment on fait pour casser la petite phrase « on a toujours fait comme ça » ? Comment on casse ça ? Ça, c'est de la psychologie. C'est comprendre comment ça fonctionne, aller voir des gens chez lesquels ça marche et oser se lancer. Mais en France, on dit toujours « je prends un risque ». Est-ce que tu sais comment on dit prendre un risque en anglais ? En anglais, ils disent « take a chance ». En anglais, ils se disent « je prends ma chance ». Donc si tu pars du principe que la seule option, c'est de réussir, tu prends ta chance. Après, si ça marche, tant mieux. En commençant, toujours pareil, avec des choses simples à faire. Moi, le conseil pour ceux qui veulent se lancer, c'est commencer par l'installation d'un couvert d'hiver en octobre, quel que soit le matériel que tu as sur la ferme. Parce que le couvert d'hiver, tu auras 99% de chances de le réussir, quel que soit le matériel. Et vu que tu vas le réussir, ça va être rentable, ça va te donner confiance en toi et tu vas continuer. Autre moyen de se lancer pour ceux qui auraient déjà le semoir de semi-direct, c'est d'attaquer sur un blé derrière des repousses de colza. En fait, tu n'as pas installé le couvert. Pas compliqué. Les repousses de colza, elles te font un super couvert, tu installes ton blé. Mais il faut commencer par des choses simples pour pas se faire peur et surtout prendre confiance. Est-ce que c'est quoi le regard sur les jeunes générations ? Est-ce que tu penses qu'ils sont craintifs, ils veulent y aller, ils y vont, c'est quoi leur état d'esprit ? Il y a de tout. J'ai vu, une fois j'avais le père et le fils en formation, le père qui dit « Ah mais moi je vais faire ça, et le fils qui a dit « Non, on va y aller doucement quand même ».
Donc ça dépend des états d'esprit. T'en as qui veulent vraiment se lancer. Et en fait, le frein, là, il va être social. C'est parce que leur père va leur dire non, hors de question de changer. Donc eux, malheureusement, ils sont obligés d'attendre. Et après, tu as ceux qui veulent être agriculteurs juste pour conduire le tracteur. J'en connais qui se sont mis à retravailler les sols, c'est-à-dire à anéantir tous les efforts qui avaient été faits par leur père. Ça dépend des générations. Ouais. Enfin, ça dépend des personnes, pardon. Je vais te présenter une autre vidéo de Sophie. Bonjour, je suis Sophie Renaud. Je suis céréalière et entrepreneuse de travaux agricoles en Charente-Maritime. Est-ce que cette pratique peut se généraliser sur une surface un peu plus importante ? En fait, la question, c'est en tant qu'entrepreneur, est-ce que je peux faire... j'avais discuté avec Sophie, quelques hectares, pourquoi pas, 1000 hectares, est-ce que c'est faisable ? Oui, cette technique, en fait, on s'inspire des principes naturels. Donc, le principe, la surface la plus petite, on va dire, c'est de la permaculture, c'est du jardinage. Et la surface la plus grande, c'est 10 000 hectares en pays d'Europe de l'Est, sur une parcelle. Et justement, vu qu'on minimise le travail du sol, on va pouvoir semer encore plus, tu vois. Mais du coup, plus de surface. Si on prend le regard d'un entrepreneur, lui, il va peut-être être coincé entre... il y a deux aspects aussi qui viennent se rajouter. C'est est-ce que toi, si tu délègues à un entrepreneur, est-ce qu'un entrepreneur est compétent pour le faire ? Et puis à l'inverse, même si toi tu veux le faire, peut-être que ton client dit non, mais moi je veux pas prendre de risques, tu fais comme d'habitude parce que je veux que ça rapporte à la fin de l'année. Est-ce que toi, tu vois déjà des entrepreneurs qui sont bloqués dans un sens ou dans un autre ? Puisqu'en fait, on dit qu'il va y avoir de plus en plus de fermes il y a de plus en plus de fermes qui sont faites par des entrepreneurs. Est-ce que les entrepreneurs sont proactifs là-dessus ? T'en as qui sont proactifs, d'autres qui aimeraient être proactifs, mais après, si je parle là vraiment des couverts, l'installation des couverts d'été, qu'on doit faire normalement dans les 4 jours qui suivent la moisson. Si jamais malheureusement tu vas venir, parce que tu as 1000 hectares à semer, tu vas venir semer certains hectares 15 jours après la moisson, c'est un couvert d'été qui potentiellement peut être loupé, parce que toute l'eau qui était remontée par capillarité s'est évaporée. Donc là tu vas dire le semi-direct ne marche pas. Donc là il y a d'autres solutions, ça va être soit d'avoir des semoirs plus larges, ou alors ce sera d'installer le couvert avant la moisson. Là, je peux t'en citer certains en Seine-et-Marne qui sèment à la volée. Ils ont monté 2 de limbes, donc 2 sur les bouts de rampe de pulvée. Ça leur permet de semer à 30 mètres de large. Moyennant quoi, ton couvert est installé, tu moissonnes, le couvert est déjà là. Donc il y a des solutions, mais après, il faudrait être vraiment très pointu. C'est pas forcément très difficile ni très technique, mais il faudrait être pointu pour être sûr de réussir tout le passage vers l'agriculture de conservation des sols. Et ça veut aussi dire, quand on est entrepreneur, que si le sol n'est pas prêt, il faut savoir dire non. Parce que quelquefois, il y en a qui t'appellent en te disant « j'ai pas pu labourer, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça, viens ». En fait, tu vas semer... Des fois en pompier même. Oui, en pompier. Cette année, c'est compliqué, tu veux pas me faire un petit semi-direct parce que... C'est exactement ça. Et du coup, tu vas te mettre à semer, je te dis n'importe quoi, le 15 décembre, une culture qui aurait dû être semée le 15 octobre. Il y a des chances que ça ait du mal à pousser. Et on va te dire, mais tu vois, le semi-direct, j'ai essayé, ça marche pas. Ouais. Mais c'est parce qu'on n'a pas mis toutes les chances de notre côté pour le réussir. Ça, je l'ai connu, ça, un client qui nous a appelé. Il avait déchaumé tout pour faire son colza, tu vois, mais il faisait super sec. Mais de toute façon, tout était défoncé. Du coup, tu peux pas semer en direct. Bon, à ce stade-là, on fera plus de miracle. Hein. Forcément, ça n'a pas fait de miracle. En fait, il n'y avait plus du tout d'humidité de sol. Bon, puis après, effectivement, c'est ça. Tu vois, ça marche pas. Ouais, bon. Est-ce qu'il y a d'autres... Tu parles souvent des couverts végétaux. Est-ce qu'il y a d'autres sujets très importants à avoir en tête dans ce type de pratique ? La structure du sol, le poids des machines et le trafic sur la parcelle. Pas trop charger les bennes, rouler toujours au même endroit. Ne pas remplir la trémie à fond parce que on alourdit, on va compacter les sols, quelquefois de manière irréversible. Et ça veut dire aussi que dans certains cas, on ne pourra pas faire ça, c'est vrai pour l'agriculture de l'Aveyron, quand tu fais une agriculture à 120 quintos. Oui, mais 120 quintos, quand tu as des digestats de méthanisation et que tu vas utiliser un terragator ou que tu vas utiliser des arracheuses, un betterave et tout, là, les sols sont trop compactés, on est trop lourd. Ça veut dire que dans certains cas, on ne pourra peut-être pas faire de semi-direct, mais c'est pas grave, puisqu'on a dit tout à l'heure que le travail du sol, c'est je travaille le moins possible, mais autant que nécessaire. Donc on s'adapte. Est-ce que tu as peut-être déjà entendu cette petite remarque que je viens de faire, c'est-à-dire oui, mais Sarah Alzien, l'agriculture de l'Aveyron, c'est quand même pas l'agriculture du Nord ou du Sud ou de la Bretagne ou je sais pas quoi, et qui finalement te mettent un peu en défi de dire ce que tu nous dis là, nous on n'est pas concernés parce que quand même nous il faut que ça tourne, nous on a un potentiel, voilà.
Mais je suis agricultrice aussi, et le premier critère, c'est la rentabilité, c'est le chiffre en bas à droite. Là, on ne parle pas d'écologie pour les petits oiseaux et la planète. L'objectif, c'est d'améliorer la marge à l'hectare. Pas forcément, enfin, améliorer le rendement, oui, mais pour améliorer la marge, c'est-à-dire on baisse les coûts de production et on produit plus. L'objectif, il est là, et c'est valable partout. Du coup, les règles, en tout cas les fondamentaux que tu donnes, de toute façon, peu importe où on passe, peu importe où on est, ils s'expliquent pareil. Ça s'explique pareil, et faire de l'agronomie. Mais vraiment, 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 revenir aux bases avant d'aller de se perdre dans du potentiel redox ou d'autres éléments qui sont trop complexes, enfin, qui ne sont pas la priorité, on va dire. Vraiment reprendre les bases, même sur le cholage, sur le carbonate de calcium, parce qu'il y a eu trop d'arrêts, parce qu'on a entendu dire certains qui disaient ça pousse tout seul. Moi, sur ma ferme, ça fait depuis 1980 qu'on fait du semi-direct. Ça pousse pas tout seul. Je pourrais dire, pourtant, j'ai des taux de matière organique entre 8 et 10%. Hein. Bon, pour plusieurs raisons. Parce qu'on est en agriculture de conservation, mais aussi parce qu'on est à 850 mètres d'altitude. Donc, si tu veux, naturellement, il y a moins de minéralisation. Ouais. Mais théoriquement, si j'écoute certains, chez moi, ça pousse tout seul. J'ai rien à faire. Hein. C'est magique. C'est magique. Ouais, mais ça l'est pas. C'est pas magique. Est-ce qu'il y a une réforme qui serait, allez, je te donne une baguette magique, tu as le pouvoir, une réforme qui serait vertueuse pour emmener plus, pour développer l'agriculture de conservation? Les couverts végétaux, encore une fois, parce qu'on n'oppose pas les gens. Quand on parle, allez-y, installer les... Ouais. Mais je pense plus à une réforme, enfin si on considère qu'il y a une réforme tu vois, politique, on va dire, ou de mesures pour encourager à ce que ça avance une bonne fois pour toutes. Faire des concours de celui qui fait le plus beau couvert, la plus grosse biomasse produite à l'hectare. Parce que plus on sera nombreux à couvrir les sols, plus il y aura d'évapotranspiration, plus on améliorera le cycle de l'eau et ça ira mieux. Et là, c'est surtout qu'on arrive à fédérer les gens, à emmener tout le monde. Celui qui fait le plus de biomasse, tu peux être avec 3 hectares, 10 hectares, 100 hectares, bio, pas bio, avec ou sans travail du sol. Ton objectif, il est là. Celui qui fait le plus de biomasse. Bon, alors on fait un concours de sortez couvert. C'est ça. On va reprendre des petites actualités qui sont sur les réseaux et que tu vas commenter, ce qui va nous permettre d'aborder encore d'autres sujets. Alors, le premier sujet, c'est une vidéo. Le glyphosate, c'est une question aiguë. C'est pas bon du tout pour les vers de terre, c'est pas bon du tout pour les champignons sur lesquels travaillent mes équipes de recherche, qui sont des auxiliaires de la nutrition des plantes, qui aident les plantes à extraire des nutriments du sol. Bon. Il n'y a pas photo. Et puis pour l'homme, on a quand même, cancérigène probable d'après l'INSERM, cancérigène probable d'après l'Agence européenne sur le cancer. Et l'EFSA, qui a dit que c'était pas très grave pour l'homme, dit quand même, et qui en gros n'étudie que les avis des industriels. Elle étudie les tests industriels, pas les résultats scientifiques. Donc elle se passe de 95% des données. Mais elle dit quand même, certains usages à long terme ne sont pas bons, ne sont pas compatibles avec les mammifères. Heureusement qu'on n'est pas les mammifères. Hein. Ouais. Bon, donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de doute, le glyphosate, il va falloir en sortir. Mais aujourd'hui, en France, on a des agriculteurs qui ont inventé une agriculture non labourée, où du coup, pour détruire la végétation au moment de faire les semis, comme ils ne labourent plus, ils ont besoin du glyphosate. Et comme le labour est pire que le glyphosate, c'est dur à entendre, mais l'action mécanique de la charrue est pire que le glyphosate, eh bien finalement cette forme d'agriculture, elle n'est pas parfaite. Mais en utilisant du glyphosate, elle permet de redresser la vie du sol de 25% en biomasse. Demain, il faudra que cette agriculture-là... Traduction ? C'est-à-dire qu'il y a 25% en gros d'êtres vivants en plus, bactéries, champignons et vers de terre, parce que le labour, c'est pire. Donc il faut sortir du glyphosate, mais il faut avant tout maintenir ces formes d'agriculture qu'on appelle l'agriculture de conservation, qui permettent de stopper l'érosion du sol et de redresser déjà un peu la vie du sol en ne labourant plus au prix du glyphosate. Il faudra sortir du glyphosate. Bon, du coup, il confirme, Marc-André Sellos, pardon, la charrue pire que le glyphosate. Encore une fois, si on fait les analyses bénéfices-risques, oui. Et petit message aussi, on va dire là pour tout le monde, c'est que la chimie, on croit qu'elle est utilisée uniquement en agriculture, mais tout le monde en utilise. Quand tu te soignes un antibiotique ou autre, qu'est-ce que c'est ? C'est de la chimie. Et aujourd'hui, on ne parle pas non plus de la pollution des rivières qui est liée aux médicaments qu'on va prendre. Pilule, Viagra, antidépresseur, ça va directement dans l'eau, mais on n'en parle pas. Donc la chimie, elle est partout. L'agriculture a certes des progrès à faire, je pense qu'on en a déjà fait, on en a encore à faire, bien entendu, mais ne croyons pas non plus qu'il n'y a que les agriculteurs qui utilisent la chimie. Cela dit, avec ce petit passage-là, normalement, on devrait prendre beaucoup de commentaires sur la vidéo, puisque tu as des agris qui vont te dire « Non mais c'est bon, vous vous opposez, la charrue, c'est quand même pas si mal que ça. »
ça fait un petit moment qu'on discute, mais ça veut dire que tout le monde ne maîtrise pas encore tous ces codes d'agronomie sur le côté impact du labour sur la vie du sol et sur les taux de matière organique. Oui. Puis tout ça. Et sur l'érosion. Combien coûtent les coulées de boue? Combien coûte le nettoyage des fossés? Combien coûte le nettoyage des rivières? Les coulées de boue, c'est des millions d'euros chaque année qu'on va devoir nettoyer, qui sont liés au travail du sol. Après, dans certains cas où il n'y a pas de glypho, ils vont être encore avec du travail du sol, mais là, il faudra toujours pareil, augmenter les taux de matière organique, soit par des apports d'engrais organiques de ferme, soit par des couverts végétaux. Allez, autre petit tweet. Alors pour le coup, c'est effectivement c'est plus un tweet, c'est un post X quoi. Là, il n'y a pas de vidéo, mais il y a un petit texte. Alors, je te laisse en prendre connaissance. Tac, hop, voilà. Donc, petite victoire pour la coordination rurale du Gers qui a obtenu une dérogation pour les couverts végétaux par monsieur le préfet du Gers. Le premier pas vers le bon sens paysan porté par la coordination rurale. La petite, là, c'était un petit post comme ça. Tu dis tout à l'heure, les couverts, c'est la clé, il en faut tout le temps. Oui. Et en même temps, là, c'est la coordination, mais la FNSEA ou FDSEA peut être les mêmes. En plein été, dire non, mais ça ne poussera pas, donc on ne peut pas semer, donc on veut une dérogation. Est-ce qu'on marche sur la tête? Est-ce que ça va dans le bon sens quand on essaye de défendre ça? Alors, il y a certains étés, les 2 années qu'on a passées avant, où il faisait très chaud, très sec. En effet, tu vas semer une graine, soit elle ne fera rien, soit elle va germer et crever. Mais après, on sait aussi qu'on a des solutions pour que ça fonctionne. Semer dans les 4 jours qui suivent la moisson. Alors, pourquoi 4 jours? C'est pour embêter personne. Mais qu'est-ce qui se passe là si on te coupe la tête? Il y a du sang qui sort. Qu'est-ce qui se passe quand on moissonne? C'est pas très sympa, mais je ne le dirai pas, je te rassure. Qu'est-ce qui se passe quand on moissonne? En fait, on coupe la tête des céréales, et c'est de la physique. Il y a naturellement une remontée d'eau par capillarité, parce que vous avez d'ailleurs tous observé que le lendemain de la moisson, tu marches dans la parcelle et tu as les chaussettes mouillées. 15 jours après, elles ne sont plus du tout mouillées. Donc on va chercher à bénéficier de ces remontées d'eau par capillarité pour que la graine germe et qu'elle s'installe. Après, il y en a qui avaient aussi pas mal fait d'essais. Là, je me réfère aux travaux de Nicolas Courtois d'Agri Genève, des semis à 5 cm de profondeur plutôt qu'à 2, qui permettaient en fait à la plante de continuer à maintenir sa fraîcheur, tu vois. Donc, il y a des solutions. Et après, ce sera de faire le choix des espèces, de tenir compte des conditions de germination des espèces, à la fois en termes de conditions hydriques et conditions thermiques. Donc, les étés chauds et secs, les plantes qui vont bien s'en sortir, tu vas retrouver le lin, le sarrasin, le tournesol, la vesse pourpre, le sorgho fourragé, qui seront beaucoup plus adaptés qu'un couvert dans lequel tu auras mis radis fourragés féveroles qui ont besoin de plus d'humidité, en fait. Pourtant, le radis a une graine plus petite qu'un tournesol. On pourrait s'imaginer qu'il a besoin de moins d'eau, mais il a besoin en fait de plus d'eau qu'un tournesol. Donc il y a pas mal de critères qui permettent de réussir les couverts. Et pour ceux qui auraient vraiment des difficultés à installer les couverts d'été, ben là on peut éventuellement s'orienter vers les couverts permanents, c'est-à-dire par exemple une luzerne, un sainfoin, un trèfle, à adapter en fonction des conditions pédoclimatiques. C'est quand même toujours technique, pareil. C'est technique, mais qu'on garde vivant dans la céréale. Tu moissonnes la céréale et ça redémarre. Mais on est d'accord, c'est technique. Et là, on a parlé d'espèces. Il faudra aussi faire le choix des variétés en fonction des indices de dormance de la variété qu'on va prendre. Mais du coup, si on reste un peu sur le sujet, est-ce que tu penses que les organisations agricoles défendent un certain nombre de mesures qui vont dans ce sens-là ou qui finalement ne défendent pas plutôt des mesures qui nous fait qu'on a le pied sur la pédale et on n'avance pas, quoi? Ben on avance pas. Dans certains cas, je te dis, les années très très sèches, ça peut potentiellement être justifié, mais souvent c'est pas justifié. On peut faire pousser des choses, d'autant plus, on l'a dit tout à l'heure, qu'on avait tout intérêt à installer des cultures en été, puisqu'on va avoir un maximum d'énergie lumineuse. Donc qui dit maximum d'énergie lumineuse, dit maximum de biomasse. Et on a dit tout à l'heure, juste à la question d'avant, que l'objectif, c'était celui qui produisait le plus de biomasse à l'hectare. Donc tu comptes ton blé plus le couvert. Tu comptes la biomasse totale sur l'année. Là, si je laisse un sol nu, j'ai perdu mon concours de couvert. C'est vrai. Et moi, alors pour le coup, je connais un peu ça parce que dans notre département, on avait sorti justement le concours Sortez couvert. Et c'était toujours très rigolo de se dire, à la fois, on demandait une dérogation et à la fois, au mois de novembre, on récompensait celui qui avait quand même, dans cette même année, fait 4 ou 5 tonnes de matière sèche. Et là, tu te dis, on n'est pas arrivé, quoi, en fait. Parce que certes, c'est vrai, il y a des cas, le problème c'est qu'il y a des cas qui sont très compliqués, mais il y a un tas de cas où on va se raccrocher à ça comme prétexte, c'est-à-dire, tu vois, c'était pas la peine de le faire, on ne s'est pas donné les moyens d'y arriver, quoi. Parce que comme tu viens de le dire, quelquefois on ne se donne pas les moyens d'y arriver. Je peux te montrer des photos d'échecs simplement sur une date d'implantation de couvert. Juste sur la date.
Donc d'où l'intérêt vraiment d'apprendre, de se former pour les réussir. Parce qu'en effet, quelqu'un qui va se tromper sur le choix des espèces, enfin, pas qui va se tromper, qui ne saura pas, mais celui qui ne saura pas quelles espèces choisir, comment les semer ou autre, il peut potentiellement avoir des échecs et lui il va dire moi je veux ma dérogation parce que ça ne va pas marcher. Et en revanche, si on veut y arriver, on peut. Il faut se dire ça, on peut toujours on peut y arriver. Allez, autre et dernier tweet, encore une fois. Donc soutien aux agriculteurs qui ont subi l'orage hier dans leurs champs, Normands, Samariens, Marnais et Seine-et-Marnais, nous pensons à vous. C'est le métier où on peut perdre tout notre travail en si peu de temps. Donc là, c'est la photo avec pas mal d'inondations. Ouais, d'inondations et puis du coup d'érosion aussi, et puis des sols un peu fermés. Oui. Quand tu vois ces photos-là et ces messages-là, tu te dis quoi ? Je te dis, mais ils écoutent pas ce qu'on dit ou j'en ai encore pour des années à passer mon message ? Il y a encore des années à passer le message parce qu'il y a beaucoup de travail partout. Après, là, il y a deux choses. Il y a eu des épisodes pluvieux intenses. Mais après, il y a l'état de structure de sol. Si jamais on a fait une semelle, donc la semelle, elle peut être liée soit à la semelle de labour, la charrue, soit à la semelle de TCS. Donc le TCS, on a arrêté de labourer, mais on travaille encore un peu le sol. Et quelquefois, il faut ça aussi en avoir conscience, c'est que la semelle de TCS peut être plus préjudiciable que la semelle de labour parce qu'on a diminué la profondeur de travail du sol, mais on a créé une semelle à 2-3 cm. Et troisième raison, la compaction. Si jamais on a un sol qui est trop compacté, qui a une semelle, ça ne va pas pouvoir absorber les 100 mm d'eau qui vont tomber. En revanche, si on avait fissuré de temps en temps, on fait attention au poids des machines et favoriser la vie biologique des sols, alors l'eau va pouvoir s'infiltrer. Ça ne va pas résoudre tous les miracles. En effet, si tu as 200 mm, peut-être que tu auras de l'eau qui stagnera en surface, mais beaucoup moins que si tu avais une structure verticale où les vers de terre vont avoir un rôle crucial parce qu'en fait, les vers de terre, sur la paroi, ils vont laisser un mucus qui accélère l'infiltration de l'eau dans le sol. C'est comme quand tu vas à la piscine en été. Si la piscine est déjà un peu humide, enfin, le toboggan est déjà un peu mouillé, tu vas glisser encore plus vite dans la piscine. Si le toboggan est sec, tu vas limite t'aider avec tes mains. Et là, ça va être pareil. Les vers de terre vont avoir une action. Donc, on peut incriminer le climat, mais on a, nous aussi, notre part par rapport aux structures de sol qu'on a dans les parcelles. On a des pratiques à revoir. Quoi. Ouais. On va passer aux dernière partie de cette émission qui est l'émission, la partie confession cornichon. Donc je rappelle en fait que les cornichons c'est un peu le symbole pour nous puisque 98% des cornichons qu'on mange en France sont importés et que voilà on fait un petit message par rapport à ça sur on peut produire en France quand même un tas de choses. Là nos partenaires c'est la marque Hugo. Qui nous accompagne. Je vais te poser des questions. Si tu ne veux pas y répondre, tu as le droit de ne pas y répondre. Tu as le droit, mais il faudra manger un cornichon. Quoi. Donc choisissons le goût juste avant. J'ai vu qu'il y avait aigre doux. Ouais, ils seront là. Je t'en ai coupé des petits bouts, c'est plus facile. C'est des gros cornichons. Voilà, c'est des gros cornichons. Alors, tu as donné la réponse tout à l'heure. Donc, est-ce que ta séquestration de carbone est au-dessus ou en dessous de 4 tonnes par an ? J'en sais rien, parce qu'il faudrait voir déjà d'où on part et où on va. Et après, si je veux vraiment séquestrer du carbone, je fais le truc aberrant, j'achète du pneu. Le pneu, c'est quoi ? C'est de l'énergie fossile. Et je le laboure bien profond, je viens d'augmenter le stockage de carbone dans mes sols. Donc il faut rester pragmatique vraiment là-dessus. Et on sait aussi sur le stockage de carbone que le stockage de carbone est aussi lié à la texture. Les sols argileux stockeront toujours plus que du sable. Moi, j'irais plus vraiment vers la production de biomasse, parce que le principal gaz à effet de serre, c'est pas le CO2, c'est la vapeur d'eau. Le CO2, c'est 0,04% des gaz, et en fait, le CO2, c'est le principal intrant des végétaux. S'il n'y a pas de CO2, il n'y aura pas de biomasse non plus. Donc on a intérêt, en fait, à avoir du CO2 pour faire encore plus de biomasse, et pour rétablir le cycle de l'eau. Derrière cette question, il y a aussi toutes les démarches bas carbone et aussi des mécaniques de financement, on va dire, du stockage de matières organiques. Toi, t'es engagé dans des programmes comme ça ou pas ? Non, pas du tout. Parce que déjà, quand on regarde comment sont faites les mesures en fonction de l'organisme avec lequel tu travailles, tu n'auras jamais la même méthode de calcul. Il y a au niveau international, tu as le Carbon Farm Tool. Ici, tu vas avoir label bas carbone, France Carbone Agri, etc. Donc, on n'est pas tous d'accord. Le taux de carbone des sols, on ne peut pas le mesurer. Comment tu mesures le carbone des exudats racinaires ? Le carbone liquide, on ne sait pas. Et on voit aussi que tu as du carbone qui est stocké par des plantes pérennes, soit par de la prairie, soit par des arbres. C'est du stockage qui va se faire en profondeur. Comment tu vas l'analyser ? Moi, je suis plus sur vraiment du résultat
sonnant, trébuchant, le chiffre en bas à droite qui compte, et de plutôt regarder quelle est la quantité d'énergie utilisée pour produire une tonne de matière sèche que de regarder la lorgnette du carbone en fait. Parce que comme je te le dis, sinon on va arriver dans des aberrations. J'achète du pneu, je le laboure bien profond, j'ai augmenté le taux de carbone de mes sols. Mais en contrepartie, j'ai pas amélioré la biodiversité, j'ai contribué à engendrer de l'érosion et il y a toujours 0 récolte sur ma parcelle. Après, c'est aussi ce qui est attendu. Enfin, aujourd'hui, ceux qui portent ces programmes-là disent que ça va emmener les agriculteurs dans un sens. J'en entends d'autres aussi qui disent en fait on s'embête avec ça, il y a un indicateur qui est le taux de matière organique des sols, et celui-là à regarder, on le mesure, on voit comment il évolue et on ne s'embête pas avec des modalités de calcul qui finalement, comme tu l'as dit, sont complexes et discutables. Et sur le taux de matière organique, oui et non, parce que tu as la quantité totale de matière organique, mais tu as la qualité. Tu vas dans les pit soil en Angleterre, on a 20% de matière organique et ça pousse pas, tu vois. Il y a une tourbe, c'est que de la matière organique et ça pousse pas. Donc il faut augmenter le taux de matière organique parce qu'elle va assurer l'habitat des micro-organismes, elle va assurer le stockage de l'eau. Mais après, il faut avoir de la matière organique labile qui nourrit les micro-organismes et la matière organique stable. Il faut regarder les deux. Très bien. Tu parles donc tout le temps de sol vivant, en fait. Est-ce que tu te sens parfois comme une sorcière des sols qui essaie de ressusciter ce qui est un peu mort? C'est pas mort. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas mort. Ça demande juste d'être réveillé. Et ça, je fais confiance à tous les agriculteurs que je croise qui vont prendre soin de leur parcelle parce qu'ils aiment leur métier. On aime tous notre sol. Donc je fais confiance à tout le monde pour réveiller la machine qui est juste au repos et endormie. Très bien. Si tu devais choisir entre convaincre un agriculteur sceptique ou un politique influent, lequel tu privilégies pour gagner du temps? L'agriculteur. Parce que l'agriculteur, après, il fera tache d'huile. Le politique, il va peut-être essayer de mettre en place quelque chose, on n'est pas sûr que ça continue. Et cette agriculture de conservation des sols, quand on regarde, on a beaucoup plus d'impact en aidant les agriculteurs sur le terrain à mettre en place des choses concrètes, plutôt que d'attendre qu'une loi soit pondue et soit plus ou moins bien vécue par le monde agricole. Et en plus, là, c'est vraiment on progresse en regardant par-dessus l'œil, comme on dit. Alors ça revient à la question que je disais tout à l'heure, est-ce que conditionner la valeur des sols, le prix des sols, justement au taux de matière organique, alors celui qui est bon, enfin qui est accessible ou pas, est-ce que c'est une mesure qui est bénéfique selon toi? Je pense serait que oui, bénéfique. Qui serait bénéfique, oui, parce que ça pousserait les agriculteurs à avoir des pratiques un peu plus vertueuses et ça donnerait la vraie valeur à la terre. Parce que là, quelquefois, il y en a qui, malheureusement, vont acheter des terres et qui ont des taux de matière organique trop faibles, ou tu as des pH trop bas, etc. Donc là, ça va te demander un investissement colossal pour pouvoir pour avoir la même production que ton voisin qui avait déjà un sol qui fonctionnait correctement. Là, on se base en fait sur des valeurs d'hectares sans avoir jamais mesuré la vraie valeur de la terre. S'ils sont vraiment fertiles ou pas. C'est ça. Mais bon, dans nos baux, il y a quand même une petite ligne à entretenir en bon père de famille, tout ça. Oui. Et en fait, on regarde pas. On regarde pas. Mais si on pouvait le regarder, en effet, ça serait un vrai indicateur pour aider les gens à changer. Engrais de synthèse indispensable ou à bannir? Il en faut pour compenser les manques de minéralisation. En fait, ça dépend des cultures que tu vas faire pousser. Quand tu fais pousser du blé, donc le blé, historiquement parlant, il vient d'Égypte. Fin février, début mars, en Égypte, il y a de la minéralisation. Enfin, il y avait à l'époque. Le blé, quand il arrive en France, fin février, début mars, il fait 4-5 degrés, il n'y a pas trop de minéralisation. Donc là, on va avoir besoin d'engrais minéraux pour compenser le manque de minéralisation, sans pour autant gaver la plante d'azote. Normalement, il ne faut pas dépasser 30 unités d'azote minéral par passage pour avoir une plante qui est mieux nourrie, moins sensible aux ravageurs maladies. Et on l'a dit tout à l'heure, le minéral, c'est pas que de l'azote, c'est aussi phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre. Donc ça, c'est la partie minérale, sans oublier à un moment l'engrais organique. On a besoin d'organique. Et si on parle de fertilisation, la base de la fertilisation, c'est la fumure organique. La fumure minérale n'en est que le complément. Ok, ça marche. Selon toi, quel serait le bon, puisque en fait là on a un Premier ministre qui doit refaire encore un nouveau gouvernement, quel serait le bon ministre de l'Agriculture? Je ne sais rien. Quelqu'un qui connaît le terrain en fait, et qui sait que l'agriculture ne se gère pas avec des calendriers, mais avec des stades de culture, qui connaît le métier. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'un professionnel en fait, quelqu'un qui connaît le métier pour ensuite faire avancer l'agriculture. Nous, on travaille dehors, on sait que c'est la météo qui nous gouverne, hein, c'est pas le calendrier qui te dit le 15 janvier tu fais ci ou tu fais ça. Il faut du pragmatisme. Ok.
Bon, j'étais presque arrivé à te faire trébucher, mais je n'y arrive pas. Est-ce que la réglementation aujourd'hui que l'on a justement autour de nos pratiques, notamment je pense tout ce qui est PPF ou calendrier d'épandage d'azote, est-ce que c'est encore adapté à des pratiques en agriculture de conservation? Alors là, il faudra tenir compte des pailles que tu laisses en surface. En fait, on dit souvent pareil là que quand on passe en agriculture de conservation des sols, au départ, il faut un peu augmenter ces quantités d'azote apportées, pas pour fertiliser la culture directement, mais pour aider à la dégradation des résidus qu'on laisse en surface. On considère qu'une tonne de paille piège 10 unités d'azote. Et une tonne de paille, c'est l'éleveur qui va laisser 10 cm de chaume. Ça veut dire que si je suis céréalier et que je laisse 5 tonnes de paille en surface, je vais potentiellement immobiliser 50 unités d'azote pour la dégradation. Si jamais j'oublie ces 50 unités d'azote, la dégradation de la paille va utiliser de l'azote, et cet azote ne sera pas là pour le blé, moyennant quoi on perd en rendement. Et après on va te dire, mais tu vois, ça marche pas. Donc il y a une réorganisation de l'azote qui est à voir quand on passe en agriculture de conservation des sols. Et là, pour le coup, il y a la recherche aussi qui nous aide là-dessus. Sur voir justement le comportement qui est différent en agriculture de conservation des sols. Mais justement, sur ces sujets de l'azote, quand on entend un peu les uns et les autres, on dit qu'on est contraint à, des fois, pas forcément respecter la réglementation pour remettre un peu cette dynamique de l'azote un peu différente, chercher à trouver une autonomie, mais qui colle pas toujours au réglementaire, quoi. Du coup, tu réponds à la question juste avant où tu demandais quel ministre allait bien. C'est celui qui est pragmatique et qui connaît le terrain. Ouais. Bon, apparemment, il faut en trouver un, alors. À ton avis, quel agriculteur, influenceur, personnalité sur les réseaux est le plus éloigné des valeurs de l'agriculture de conservation? En fait, je suis pas trop sur les réseaux, donc je peux pas répondre. On va pas y arriver. Ok. Bon, bah Marc, cela dit, tu pourras quand même venir prendre un peu des cours avec Sarah. Si on te proposait d'être conseillère spéciale au ministère de l'Agriculture, est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu refuses? Je refuse. Ah, je peux peut-être manger un cornichon avec ça. Non, mais parce qu'en fait, encore une fois, pour moi, le développement, il se fait d'abord par et pour les agriculteurs sur le terrain. Et à mes yeux, on a beaucoup plus d'impact sur le terrain que quelquefois d'aller faire des lois, je te dis, qui vont peut-être pas tenir, où tu vas te batailler dans tous les sens et où ce sera mal compris. Alors que en allant sur le terrain, en expliquant les choses, sans chercher à convaincre les gens, mais plutôt en les faisant réfléchir, en donnant toutes les clés pour que ça fonctionne, ben alors ils se mettront à faire les choses. Tu vois bien comment ont été vécus les CIPAN ou autres, c'est la contrainte réglementaire, c'est les SIE de la PAC, on n'en veut pas, on ne voit pas à quoi ça sert. Quand tu vas expliquer, les gens comprennent, tu vois les lumières dans les yeux qui s'allument et tout, et là, tu avances. Quelle est l'OS ou la coopérative qui est la moins engagée dans l'agriculture de conservation? Là, il faut balancer, en fait. Ben, là, je n'ai pas forcément balancé parce que je suis intervenue un peu partout en France, et quand tu vois, tout le monde avance, en fait. Tu veux pas manger un cornichon? Non, mais parce que je vois la réalité. Je vois que tout le monde est en train d'avancer. Et où que tu ailles, dans quel que soit le département, tout le monde se met à parler des couverts végétaux, de la fertilité des sols. Pourquoi? Parce que dans tous les départements, tu as des agriculteurs qui ont basculé et qui demandent à leur COP, qui demandent à leur négoce, qui demandent à leur OS, aidez-nous sur ces sujets. Ok. Ah oui, et alors dernière question, à ton avis, quelle est la plus grande erreur des organisations agricoles concernant la conservation des sols sur ces 10 dernières années? La plus mauvaise mesure? Les dérogations sur les couverts. Mais oui, puisque la porte d'entrée, c'est le couvert végétal. C'est pas de dire je vais donner de l'argent pour acheter des semoirs de semi-direct. Donc si on demande des dérogations pour le facteur qui permet de passer vers les couverts végétaux, enfin vers l'agriculture de conservation des sols, c'est dommage de s'être battu là-dessus. Et parce qu'après, ça engendre aussi, on a dit, tous les agriculteurs sont concernés, on ramène le cycle de la pluie dans un aspect normal. C'est vertueux en fait. Et on est dans notre aspect de produire un maximum de biomasse à l'hectare. Bon. Eh ben, très bien, donc Sarah a répondu à toutes les questions. C'est la première interview cornichon, on n'aura pas mangé de cornichon. Confession cornichon, pardon. Bon, merci Sarah pour tout ce temps et ces questions. Petit rappel, donc tu seras au Salon de l'Agriculture, dans lequel il y a le CIAPRO, dans lequel il y aura une conférence sur les thèmes du sol vivant et l'agriculture durable. Donc si vous vous intéressez au sujet, et si vous voulez discuter peut-être aussi avec Sarah ou écouter ou venir vous confronter sur vos avis, parce que
Peut-être vous allez nous mettre des commentaires, allez-y d'ailleurs. En attendant, merci beaucoup d'avoir suivi en fait ce podcast. Commentez, likez, partagez, faites-le connaître à vos copains et puis dites-nous qui vous voulez qu'on interroge pour les prochains interviews. En tout cas, merci Merci et à à la toi. prochaine. À bientôt. Bye. Au revoir.